qui aurait pu prédire? Quand on monte dans un avion, on va pas expliquer au pilote de l'avion comment il faut qu'il pilote l'avion. Sauf si on est soi-même pilote. Bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Une bonne vieille viande issue de chez nous. Le 1000e tour commence ce soir. Je les invite à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividendes. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du 1000e tour, l'épisode anniversaire puisque nous fêtons les 3 ans de cette émission. Joyeux anniversaire. Merci 3 ans. Putain, 3 ans. Et pour fêter ça, 2 habitués avec moi de ma gauche à ma droite. À ma gauche, il y a Usul. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que ça va, Usul ? Ça va. Tranquille ? Ouais. Ça bosse. Ça bosse ? Ouais. C'est bien. Usul, je vais te présenter, te vidéaste, Rhinocéros, sur Blast, Backseat, sa chronique, etc. Et puis voilà quoi. Absolument. Voilà. Ouais, je suis quand même venu combien de fois là Je crois que c'est la 6e. Ouais, 6e, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait plaisir. 3 ans de 1000e tour déjà. Ouais, j'aurais pas pensé que ça durerait 3 ans. C'est quoi la régularité là ces derniers temps ? Bah là, c'est passé une fois toutes les 2 semaines depuis septembre. Ah oui, d'accord. Ah, j'en ai loupé alors. Bon Ouais. bah, je vais rattraper ça. Il y a eu deux petites pauses. Il y a eu pause à Noël et une petite pause en mars. Une petite pause à Noël. Fallait y penser, hein. À ma droite, Mr. Fox, bonjour. Bonjour, ça va bien ? Ça va et toi ? Bah ça va bien. Tu t'éclates comme un pneu sur des clous ? Ouais, Bah tant mieux alors. c'est une belle expression. Bah ouais. Tu es jeune. Ah bah ouais. J'avais pas suivi moi À le quoi pneu sur couper, les clous, moi j'étais resté à 6-7 moi. C'est nouveau, c'est ça ? Non, au contraire, ça a 30 ans je pense. Ah zut. Mr. Fox, vidéaste également, streamer. Tu fais Parlons VF, ton émission sur YouTube. Tu en sors encore ? Oui, j'en sors encore, mais je me laisse beaucoup aller sur mes envies du moment. J'écoute ce que me dit mon envie du moment. Et parfois, je passe un long moment sans sortir de vidéo sur le doublage. Et là, par exemple, ça fait des mois que je suis sur une vidéo sur Jean-Marie Bigard. Oui. Donc, c'est le problème d'être esclave de ses envies. C'est que des fois, les envies sont chaotiques et déraisonnables. Non, une vidéo très intéressante à venir sur Jean-Marie Bigard, on va suivre ça. Tu vas retracer le parcours et le mindset de Jean-Marie Bigard. Plus analyse de l'humour et pourquoi dans certains cas quand il dit salope c'est consternant et dans d'autres cas quand il dit salope c'est hilarant. Et ça, il a fallu que je creuse et que je bosse et que... C'est vrai, il m'a montré, parce que des fois je vais chez lui et il me dit tiens, t'as pas vu ce spectacle-là de Bigard ? Et c'est vrai que j'ai pas vu tout Bigard, pour autant... Alors, il y en avait un qui était consternant, hein, où vraiment j'étais gêné pour lui, j'étais là, oh, il nous casse les couilles, il parlait que de lui, c'était égocentrique, enfin vraiment un spectacle. C'était lequel celui-là ? C'était Mon Psy va mieux. Mon Psy va mieux, nul à chier. Tu animes également une fois par mois les soirées YouTube à Lyon. Tout à fait. On invite des youtubeurs et youtubeuses à présenter leur travail sur grand écran. On regarde la vidéo, après il y a un petit temps d'échange avec le public. Ça fait 5 ans maintenant et ça se passe très très bien. Putain, 5 ans. Ouais, putain 5 ans. Et là, on va organiser en mai une soirée spéciale avec Feldup dans une salle un peu plus grande et toutes les places sont parties en 4 heures. Donc ça, c'est le 4 mai. Donc, le 4 mai. On va en faire la promotion, mais il n'y a plus de place. Exactement. Le 4 mai à Lyon, soirée diffusion de la vidéo de Feldup qui est sortie il y a 3 ans, myhouse.wad. Non, c'est pas ça. C'est sorti Non. il y a 1 an et demi et c'est son 100e findings sur C'est ça. This House Has People in It. Ah oui, non, j'ai mélangé tout. C'est bien d'en parler parce que mine de rien, quand j'ai commencé à essayer de trouver une salle plus grande et que les propriétaires de salles, je les voyais réfléchir quand je leur disais on va diffuser une vidéo de 3 heures qui est sortie il y a 1 heure et demie, et il y a 1 an et demi et qui est encore accessible gratuitement sur YouTube. Oui. Il y avait un scepticisme. Ouais. Et quand les places sont toutes parties en 4 heures, le scepticisme est devenu de l'incrédulité. C'est des bots russes. Est-ce Donc que les c'est gens bien, vont vraiment venir ? Bah ouais, je pense que dans la mesure où la place a été prépayée, Ouais, donc c'est bon. c'est pas juste une résa. Au pire, ils viennent pas, c'est payé. Bah oui, c'est ça. Oui. Mais c'est surtout peut-être s'il y a des propriétaires de salles ou des gens d'autres villes qui veulent organiser ça, parce que forcément, je peux organiser ça qu'à Lyon. Il me semblait qu'on n'avait pas le droit de diffuser des vidéos YouTube comme ça dans des salles de ciné pour des raisons d'exploitation de je sais pas quoi. Tout à fait, mais là, on a l'occasion d'organiser ça en partenariat avec On vous ment, le festival On vous ment, dont le boulot est... Enfin, le boulot...
ils savent obtenir ce qu'on appelle des visas exceptionnels, des visas temporaires, qui permettent d'obtenir. Il faut faire ça à chaque fois, parce que moi, ça m'arrive de temps en temps d'aller à Paris à des diffusions, notamment de prochaines vidéos. Récemment, je l'avais fait pour des vidéos de Charlie Danger ou de Manon Bril. À chaque fois, il y a besoin. Pour faire ça, si c'est une salle de cinéma, il faut un visa temporaire. Je pensais si le ciné était d'accord, ils ont le projo, ils peuvent lancer un truc. Quoi. Vous avez la machine, vous avez l'écran, vous avez une carte SD, vous mettez la carte SD dans l'ordi, vous mettez la machine, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est pas tant d'organiser la projection, mais qu'on vende des places. D'accord, ok. C'est pour ça que c'est encadré. À partir du moment où il y a une transaction commerciale d'une place de cinéma, parce que les soirées YouTube, d'où le visa d'exploitation. C'est ça, et le visa temporaire. Parce que quand on fait ça, habituellement, c'est à l'Aquarium Ciné Café, du côté de la Croix-Rousse. Ouais. C'est un lieu associatif, c'est pas un cinéma à proprement parler. Donc ça simplifie énormément la diffusion, il n'y a pas besoin de visa, puisque c'est dans un cadre associatif. D'accord. C'est réel. Donc, c'est les 3 ans du 1000e tour et j'avais envie de commencer par une petite question. À votre avis, dans le premier épisode du 1000e tour, quel a été le tout premier sujet politique qu'on a abordé ? Alors attends, on est en avril. Replongeons-nous là-dedans. Donc là, on est en avril 2026, donc avril 2023. C'est ça. Il n'y a pas encore... Donc 2024, c'est dissolution, machin. Donc il y a encore Elisabeth Borne. Donc avril 2023. On est encore sous Elisabeth Borne. Il n'y a même pas la campagne. Oh, il y a des retraites, il y a des histoires de retraite, non ? Et ce n'est pas le tout premier sujet. Non. Et il était question de 49.3 peut-être. Non. Elisabeth Borne, un an avant la dissolution. Putain, ça devait être des trucs, j'ai dû en parler à Backseat de ces conneries aussi, mais tout s'annule là. Il y a beaucoup de choses, hein. Ouais. On vieillit. Je vais vous mettre sur la voie, c'est pas un grand sujet, on va dire. C'est plus un fait. Sarkozy, procès ? Non, c'est pas ça. Fillon, procès ? Non. Tous les noms, procès ? C'est pas un procès. Alors, il y a un rapport avec un procès, quand même. Un rapport avec un procès, l'affaire... Et donc il y a une affaire. Il y a une affaire. Voilà. Il y a complètement une affaire. Et un procès. Alors, qui c'est qui était dans la sauce en avril 2023 ? Un politique ? Politique. Un ou une politique ? Un politique. Un politique. La bite à Griveaux. Non, il n'y a pas de procès pour la bite à Griveaux. C'était 3 ans avant. Attends, si, il y en a eu, non ? Pour la bite à Griveaux ? Je vais mettre des bips. La bip à Griveaux. Non, mais il n'y a pas eu un procès pour divulgation de machin, je sais plus. Du russe fou, là ? Ouais, c'est possible, je sais pas. Mais non, c'est pas ça. Bah non, 2023, ça colle pas. Ah non, c'était bien avant. Est-ce que c'est une affaire politico-financière ? Non. Donc, c'est une affaire... plus mineur, plus superficiel, quoi, un truc. Je dirais pas mineur et superficiel, quand même. On est sur de l'agression sexuelle, un truc de. C'est de cet ordre-là. Oui. Depardieu. Non, vraiment. Politique. Damien Abad. Non. Dans cette époque-là, Joël Guerriot. Non. Il y en a plein. Sonneforget, non. Non, c'est pas. Non, Sonneforget était déjà plus là. Darmanin, il n'y a pas de procès, non. Donc c'est pas ça. Enfin, il y en a eu, mais... Parce que normalement, des politiques accusés de... Enfin, tu secoues un arbre, il y en a 4, mais... Quatennens ? Tout à fait. C'était sur l'affaire Quatennens, et c'était plus précisément sur... en fait, elle avait eu lieu il y a quelques temps, enfin, quelques semaines avant ça, et le premier sujet qu'on a abordé, c'était le sujet de sa réintégration au groupe LFI. Parce qu'il avait été mis au banc du groupe LFI pendant sa période de stage, de machin, tout ça. Et c'était vraiment le moment où il avait été réintégré au groupe LFI. Et c'était avec qui, du coup ? C'était avec Joule et Bibi et Vincent d'Internet. Ouais, et il voyait les choses comment ? Bah écoute, c'était Joule qui avait mis le sujet sur la table parce que à l'époque, je demandais aux gens de venir avec un petit sujet... Ce que j'ai arrêté de faire. J'en ai plein des sujets, moi. Ah oui, non, mais on va en lancer. Les gens choisissaient des sujets nuls, ça t'a déçu de proposer ça aux gens ? Non, pas du tout. Non, c'était plus, en fait, ça m'embêtait de déjà, les gens étaient bien gentils de venir à mon podcast. Je leur demandais de travailler en plus de ça. Je trouvais que c'était un petit peu vache. C'est très peu payé en plus, donc ouais.
Alors, j'ai écouté le début du podcast, je me souviens pas exactement de là où est-ce qu'on est allé, mais le point, c'était que il aurait très bien pu être apparenté LFI et le rester, et pas se précipiter sur une réintégration le plus vite possible. Voilà, Ouais. c'était ça, quoi. Oui, je crois que ça correspondait à la période où je l'avais rencontré peu de temps avant. Oui, vraiment, parce que... Tiens. Oui, parce que j'étais à un truc insoumis, je sais pas quoi, il était venu me voir. Il m'avait dit, il faudrait qu'on se voit, parce que je pense qu'il s'imaginait préparer sa réintégration et il voulait tâter le terrain auprès de je sais pas, de journalistes ou de je sais pas quoi, de gens plus ou moins alliés. On se demande comment ça passerait, ou nous convaincre que c'était une bonne chose qu'il revienne et que de l'eau avait coulé sous les ponts, je sais pas quoi. Et moi, je me souviens, je lui ai dit, mais qu'on se voit là on se voit là si tu veux, mais il fait non, mais qu'on se voit dans un lieu secret. Je lui ai dit, oui, bah moi j'ai pas envie d'être vu en train. Il fait non, mais discret. Je fais d'accord, non, bah je pense pas, moi je suis pas sûr, quoi. Et donc ça ne s'est pas fait. J'avais très mal à l'aise pour le coup, mais je vois qu'il a essayé de préparer une réintégration qui s'est jamais vraiment faite. Là, finalement, il y a eu l'affaire ensuite de sa reconduction ou non à la candidature. Tout à fait, après la dissolution et une nouvelle législative. Voilà, il y a la candidate Amy Ba, qui est une copine à moi, qui s'est présentée contre lui au moment où il s'est présenté lui-même dans sa circonscription à Lille, que je salue si elle m'écoute, et elle s'est présentée quand même, malgré tout. Il y a eu de la pression, y compris en interne dans le parti, pour que ça ne se fasse pas, pour qu'il ne revienne pas député derrière, que voilà, non, c'est pas grave, les gens, personne n'est irremplaçable, il y a un autre camarade qui va prendre ta place, et voilà, là c'est pas possible en fait. Donc ça ne s'est pas fait, et il a été remplacé par Aurélien Lecoq sur sa circonscription. Et Amy n'a pas gagné, mais elle a fait un score pas mal pour une première. Je crois qu'elle a fait 6%, un truc comme ça. Et on la salue. Effectivement, très sympa, Amy. On va du coup changer complètement non, de sujet avec une question un peu plus marrante. Un ancien conseiller municipal à Saintes, c'est en Charente, qui a perdu son siège lors des dernières municipales, a dû rendre son matériel qu'il avait en tant que conseiller municipal avant, mais du coup il ne l'est plus. Ordinateur, fourniture de bureau, etc. à la mairie. Qu'a-t-il fait suite à cette demande ? La demande, c'est on lui a demandé de rendre ses trucs. Oui, voilà, c'est ça. C'est bon, bah maintenant t'es plus conseiller municipal. J'imagine tu qu'il dois l'a rendre. pas fait. Il l'a fait. Ah. Mais il a mis des virus dans l'ordinateur. Il a mis des virus. Exprès. Non, un logiciel espion, comme ça tu vois ce que fait celui d'après. Non, c'est pas ça. Ça, c'est sophistiqué comme plan. Hein. Ça aurait été malin. Eh oui. Oh, je pense qu'il les wipe. Oh, pas sûr, les mairies, à mon avis, ils y connaissent rien. Oui, c'est pour ça, ça se tente. Ça se tente complètement. Tiens, Catherine, je l'ai formaté, de toute façon, t'inquiète pas. Il y a tous tes logiciels dessus. Regarde, c'est marqué formatage, ok, c'est juste le bloc-notes ouvert. Donc, qu'est-ce qu'il a ? Donc, les fournitures de bureau, machin, donc il a pas tout cramé quand même. Non, mais on est quand même dans cet ordre-là. Du sabotage. Ouais. Ah, il a recouvert de scotch marron. T'es vraiment... on est sur recouvrir, c'est pas du scotch marron. Aïe, de caca ? Pas de caca. Cellophane. De pipi truc chiant à enlever. Pas de cellophane, pas de pipi. De vomi ? Non. De sperme ? Non, c'est pas un fluide corporel. C'est pas un fluide corporel, d'accord. Ah putain... Ouais, non, bah, moi... En tout cas, pas directement, mais je vais vous perdre. Le cellophane chiant, là, le film alimentaire que tu galères à l'enlever, non ? Pétrole. Non, pas de pétrole. On n'a dit pas de fluide. Ouais, mais il a dit pas directement. J'ai dit pas de fluide corporel, mais après j'ai dit pas directement. C'est le pas directement sur lequel je bloque. Oui, mais j'aurais pas dû dire ça. De la confiture, de la marmelade. Non, mais on est dans cet ordre-là. De l'alimentaire. On est sur de l'alimentaire. Du Nutella. Non. Du sang de bœuf. Non. Mais alors, est-ce qu'on peut avoir un peu de background politique ? De la viande. Ah bah, il faudrait qu'on comprenne. C'est pas de la viande. En gros, c'était... Avant, il était dans l'équipe municipale du maire. Sauf qu'il s'est embrouillé avec le maire et il s'est présenté contre lui. Il n'a pas été élu et résultat, il dégage et voilà. Donc, on n'a pas sa couleur politique, c'est un petit bled. Je vais regarder. Non, Saintes, c'est moyen, donc peut-être qu'il y a une couleur politique.
Je vais regarder pendant que vous Pour ça, si c'est un connard de droite. dites Non, des mais aliments. c'est ça. Genre, s'il s'est fait battre par un écolo, on peut imaginer de la sciure de bois, des saloperies. Des graines. Tiens, tu voulais des graines je sais pas. On est sûr que c'est un aliment. Oui, c'est un Du aliment. lait, Ouais, on est dans les laitages. de la crème, Du yaourt. Non. du fromage. Du fromage. Et du fromage qui pue. Ah, du minster. C'est-à-dire qu'en gros, il a renvoyé à la mairie un colis avec tout ce qu'il devait rendre, mais tout était badigeonné entièrement de fromage dégueulasse. Mais quelle idée. Quel temps perdu, surtout. Battu, alors je vous lis, j'ai une Ça coûte source le fromage quand même. Ouais. C'est des choses concrètes, le fromage. Oui. Des Du choses très jambon. très concret. Ouais. J'ai une source HuffPost. Attention, battu au municipal à Saintes, cet ancien élu rend son matériel de fonction recouvert de fromage corse. Ah. En plus. Ah ouais. Ah ouais. En plus. Bon, il n'y a pas de C'est lien. celui qui explose ça dans y a Astérix. Il n'y a pas de lien avec le milieu, hein, a priori. Laurent Davier n'a que très peu goûté la réélection de Bruno Draperon à la mairie de la ville de Charente-Maritime. J'ai dit Charente, c'est Charente-Maritime. Il l'a fait savoir via un colis odorant. Et alors, est-ce que j'ai le divers droite Ouais, oui, mais c'est sûr que c'était un connard de droite. Divers droite, et les deux sont divers droite, de toute façon. C'est les pires bagarres, ça. Quand les deux sont de droite, les bagarres sont hardcore. Laurent Davier. Classique. Parce qu'ils se répondent. Pas parce qu'ils ont aucune limite l'un et l'autre, quoi. Ils sont de droite, quoi. La question, c'est est-ce qu'il l'a fait lui-même ou est-ce qu'il l'a fait faire à son attaché Fromage corse. Ah non, il n'a pas fait le fromage lui-même. Non, tu non, veux dire. mais genre son attaché Ah ouais. municipal, son assistante. Mm. Parce que là, ce serait doublement salaud. Non, ce serait. Je sais pas s'il a une assistante. Hein, Bah, ancien. théoriquement, il a plus d'assistante. Il a dû la renvoyer avec du fromage. Oui, mais s'il est de droite, il a genre, Non. il a genre une Secrétaire. comment on dit non, un majordome. Ah ouais. Nestor, quoi. Il a Nestor. Nestor. Il a envoyé Nestor recouvert de fromage. Que je couvre ça de fromage, monsieur. On a une vision des gens de droite. Tu sais. Mais oui. Ils sont dans des manoirs. Celle-là, il est probable que vous l'ayez vu. À Auray, en Bretagne, l'enregistrement de l'émission en public, la dernière de Nova, a été annulé. Pourquoi ? Alors, ça coûtait 5000 balles à la mairie d'avant, qui avait dit, parce que pour assurer la gratuité de l'événement, il devait, la mairie devait s'acquitter de 2-3 frais, parce que l'idée c'était d'enregistrer une grande émission en plein air, et donc il y avait 2-3 frais, et la mairie avait signé le truc. Il y avait des gens des équipes de Nova qui étaient venus voir le site et tout, et dire oui, c'est bon, voilà, nous ça va nous coûter tant, bah, c'était la mairie qui payait ça. Et là, il y a eu un changement de mairie. La mairie de droite a préféré payer 10 000 balles qui étaient dans le contrat avec Nova. Si vous annulez, par contre, donnez-nous... Enfin, voilà. Et elle a préféré payer 10 000 balles pour pas recevoir tous ces gauchistes au même endroit, parce que quand même, c'est 20 000... Non, combien ils attendaient de personnes 2000 20 000, faut peut-être 2000, pas exagérer. 2000 personnes 20 en 000, plein c'est air. beaucoup. Non, mais l'idée, c'était que... J'avais pas vu que c'était en plein air, je pensais que c'était comme d'habitude dans des théâtres locaux, Non, etc. non. Ah ouais, c'était un gros truc prévu, quoi. Ouais, la commune allait recevoir 2000 gauchistes de la région, et elle avait pas envie parce que c'est une mairie de droite. Alors qu'est-ce qu'elle a invoqué comme excuse je sais plus, qu'il aurait pas fallu le voter juste avant les municipales. Enfin, il y a une histoire de calendrier. La mairie réfute toute accusation de censure. Ah Voilà. bah alors ça va. Et donc c'est ok. Non, ils ont juste, je crois pas qu'ils ont donné d'explication. Ils ont juste dit, le bureau exécutif du 9 avril a décidé de résilier la convention d'engagement liant Radio Nova et la ville de Auray. Cette dernière assumera les obligations fixées, c'est-à-dire payer 10 000 les frais de 10 000 euros d'annulation à la station. C'est-à-dire que ça aurait pu coûter ça. Alors eux, ils disent aussi que ça aurait coûté plus que les 5000 balles, parce qu'il aurait fallu arranger d'autres trucs, j'en sais rien. Enfin, ça aurait aussi rapporté à la commune. Je sais pas s'il y a des commerces locaux et tout, machin, ça aurait fait vivre un peu le... Mais bon, ils sont de droite, hein. C'est la courte vue des gens de droite. La Non, mesquinerie. je pense qu'ils n'avaient pas envie de voir 2000 personnes de gauche dans leur ville. Voilà, ils ont gagné. Mais de quoi. gauche, mais c'est pas non plus... Attends, les auditeurs de la dernière, ça va comme Oui. gauche. C'est- Ma mère, elle écoute la dernière. Oui, c'est des profs, je sais, mais 2000 profs, est-ce qu'on veut de ça? Bah, ça dépend s'ils ont une manif avec des activités créatives. Puis c'est en Bretagne, faut rajouter les punks à chiens. Non mais c'est vrai, et eux peut-être ils aiment bien la dernière.
Ah bah, peut-être. Donc il va falloir nettoyer les canettes après et tout. Non, c'est Ah, ça. c'est ça les frères. Je pense C'est que ça, les frais. exactement ce qu'ils se sont dit. Exactement Oh ce là qu'ils se sont dit. là. Oh là Après, là. ça va coûter tant en services municipaux pour tout Et nettoyer. les crasseux, là, on va accueillir 2000 crasseux. Faut se rappeler à quel point les gens de droite, pour eux, la gauche, c'est des gens sales. Hein, dans leur manoir. T'es beaucoup trop doué pour te mettre dans la tête des mecs de droite. Moi, je trouve ça louche. Il suffit d'allumer CNews, hein. On avait mis une séquence dans Rhinocéros où t'as Laure Lavalette qui dit les gens de gauche, ils sont sales. Ah oui, C'est oui, vrai. oui, bien sûr. Ils C'est le vrai. pensent. Lors de la séquence Bardella princesse là, on a trouvé plusieurs extraits où sur CNews ils disent regardez ils sont beaux hein, c'est pas les gens de gauche qui ont autant de classe hein et Pascal Praud qui dit moi je pense à des couples de la France insoumise, je vais pas donner de nom, mais enfin ça a quand même une autre gueule hein. Oh là Alors là. j'étais là, putain, quel couple. Il pense à Chikirou Mélenchon, il pense à Corbière Garrido, je ne sais pas. Dans tous les cas, pour lui, on est des crados, quoi. Et il l'a dit suffisamment de fois. Et c'est encore plus manifeste quand il y a Gauthier Lebret sur 100% Frontières, qui eux dit vraiment. Et je me souviens, Laure Lavalette, elle avait Oui, dit. il disait il se lave pas les cheveux, Ouais. machin, et tout le monde ricanait autour. Et ça, la séquence dure 2 minutes, C'est ultra long. hallucinant. Et Laure Lavalette dit non, mais voilà, elle dit moi je le sais, je les fréquente à l'Assemblée. Non, mais voilà, mais quand je les vois, j'ai envie de les câliner, j'ai envie de les envoyer prendre une douche. Et j'ai failli dire ouais, j'en connais d'autres qui ont envoyé des gens prendre des douches. Oh. Et je me suis dit, je vais pas le mettre dans l'épisode, mais moi ça m'inquiète quand quelqu'un d'extrême droite veut que j'aille prendre une douche, tu vois, a priori. Voilà. Ouais. Surtout que je me souviens, je sais pas si vous vous souvenez, en 2017, c'était en 2017 que Fillon s'est présenté. Oui. Il y avait eu un sondage à la con et il s'avérait que ce sondage révélait que les électeurs de François Fillon étaient ceux qui changeaient le moins régulièrement de sous-vêtements. Elle s'explique parce qu'ils sont vieux. Eh oui. Et Oui, qu'ils voilà. sortent moins. C'est ça en fait. Et ils ont des couches. Et... Et oui, non, mais quand on fait des études sur la propreté, le nombre de fois que les gens se lavent, tu t'aperçois que ceux qui se lavent le plus, c'est ceux qui travaillent. Donc ceux qui travaillent le plus et ceux qui ont un travail physique. Donc, techniquement, les ouvriers vont se laver plus que le retraité, oui. Donc, mathématiquement, l'électorat Fillon prend moins de douches. C'est vrai. Voilà, Mhm. c'est QFD. C'est oui. sociologique. Après, Oui, ils se salissent moins. Enfin, je veux dire, ils se salissent. Ils se Enfin, salissent les mains, mais... Ils font sur eux, des fois, des trucs comme ça, mais c'est vrai qu'ils font moins de sport. Bon. Oui, non, mais c'est sûr qu'une semaine où je passe la semaine à bosser sur des trucs très physiques, je peux prendre 2 douches par jour, alors que Voilà. si je fous rien et que je suis à un bureau, Puis même un prof. effectivement, Même non. un prof, il va au collège devant des élèves, avec ses collègues profs et tout, t'es jugé quand même. Bah ouais. Tu peux pas te permettre de pas te laver pendant 3 jours. Mais c'est pour ça que dire les gens de gauche c'est crasseux, c'est en mode... Mais c'est faux. Vous vous souvenez de ce sondage? C'est faux. Ça fait 2 émissions de suite qu'on parle de l'hygiène et du fait de se laver, puisque dans le dernier épisode, il y avait Maud Lerest en plateau qui venait de sortir un article sur l'hygiène des hommes, sur les différences voilà, les études sur le fait de prendre à douche, ou même le rapport au fait de sentir fort. Qui peut dans plein de cas être bien vu dans un contexte de séduction chez l'homme, mais très très mal vu par contre chez une femme, etc. Donc c'est un sujet qui revient. Ouais. Vous êtes douché aujourd'hui ou pas? Non. Oui. Alors, tu gardes Y a bien un ça oui au et un mixage non. pour qu'on ne sache pas qui a dit quoi. Oui. Oh, c'est pas grave, tu te doucheras demain. Oh, c'est bon. Une nouvelle question. Qui a choisi comme slogan la radicalité raisonnable? Bruno Retailleau. Bonne réponse. Eh oui, bah voilà. Allez, question Alors là. suivante. Non, il n'y a pas de question suivante. On va en parler parce que là, ça commence à s'activer de fou là, sur les déclarations de candidature. Bruno Retailleau a été, lui, il y a eu un vote à LR. Lui avait déjà dit je serais candidat, mais ça devait passer par un vote interne à LR pour décider s'il faisait une primaire interne, une primaire externe, je sais pas comment. Ouverte, ou s'il désignait directement le candidat. Ils ont voté à 75%. Ou s'il participait à une... voilà. À une une primaire plus ouverte, ouais. Oui, 60% pour... non, notre candidat, c'est notre chef de parti. 60 ou plus de 70, non? Je sais plus. Par contre, ce que je sais, c'est que le corps des votants, c'est 60 000 personnes. Ça, Ouais. je me souviens, parce que c'est pas grand-chose.
Oui, Ça, mais c'est ils vrai. en ont perdu. Ils en ont perdu énormément. Il y a une hémorragie de militants à jour de cotise qui devrait. Mais c'est pareil au PS. Je veux dire, ces partis-là qui sont des partis, maintenant on dit des partis de maires. C'est pas des partis de militants, c'est pas des partis d'adhérents. À titre d'information, la CGT, niveau adhérents, c'est plusieurs centaines de milliers. Là, on parle de 60 000 bourgeois. Bon, ça représente pas grand-chose. Et LR est surtout, comme le PS et comme le Parti radical avant lui, un syndicat de maires. C'est un syndicat de maires et d'élus locaux. Ah. Il faut le voir comme ça. Et en même temps, les partis, l'impression que j'en ai, c'est qu'ils font plus forcément leur travail de parti, ce qu'on attendait de parti. C'est-à-dire quand un adhérent débarquait, il y avait un accompagnement politique et aussi des réflexions. À gauche. À gauche, oui. À gauche, pas À droite, je connais pas, moi. À droite, tu prends ta carte et puis voilà quoi. Mais tu payes ta carte. Tu payes. Et au bout d'un moment, peut-être qu'ils se sont dit, pourquoi on paye la carte, en fait? Pour que le parti ait des finances et non, au contraire. Oui, mais on a des dons, on a des mécènes qui arrosent les partis. Et justement, il y a des règles de financement là-dessus, des partis politiques. Par exemple, en Allemagne, les entreprises ont le droit de financer les partis politiques. Pas en France. On a des lois à partir des années 90, à la suite de tout un tas de scandales. Les partis vous imaginez si Total pouvait arroser LR, etc. Si Kadhafi pouvait... Voilà. Bordel. Ce serait scandaleux. Si GDF ou Renault-Nissan pouvaient arroser Rachida Dati comme ça... Mauvais exemple, mais... voilà. Mais cela dit, c'est vrai, effectivement, aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Une grande entreprise peut filer 1 milliard à un candidat et il n'y a pas de problème. Et oui, en France, ça doit être... En Suisse aussi. En Suisse, Philippe Maurice finance les partis politiques. Ah, je ne savais pas ça. Et alors, ils sont habiles, c'est-à-dire qu'ils ne choisissent pas un parti ou un autre, ils en arrosent plusieurs. Ah ouais. Mais pas bête. Donc, C'est du fourbe. coup, niveau législation, machin, derrière, tu as des partis plus conciliants. C'est pour ça que nous, on a dit non. Ouais. Non, je veux pas. Voilà. Et du coup, nous, c'est les cotises. C'est les cotises des adhérents, mais c'est aussi... Et les dons, mais plafonnés à 7500 par personne. Et les dons, c'est pas énorme, et c'est surtout le financement public de la vie publique. Tout à fait. Ce qui est une solution qui a ses problèmes, mais enfin, qu'en vaut d'autres, qui est pas mal, je trouve. Et du coup, les adhérents, les Républicains, ont, à une large majorité, décidé de confirmer la candidature de leur champion Bruno Retailleau, et qui a fait un petit discours dans lequel il a mis en avant ce nouveau slogan, la radicalité raisonnable. Qu'est-ce que ça t'inspire, Mr. Fox, la radicalité raisonnable? Mais en fait, ça me fait penser à des sketchs des inconnus, tu vois, la rupture Souple et dans le solide à la changement. Voilà, c'est ça, souple et solide à la fois. C'était le mec... Alors, le changement dans la continuité, c'est Giscard en 74. Oh, putain. Ouais. Mais il y avait le truc du candidat d'extrême droite qui essaye de séduire un électorat de gauche, et son slogan c'était Maghrébins, ne partez pas tout de suite. Oui. Ouais. Et il y en a d'autres des slogans, mais quelque part même la force tranquille. Il y a force, mais tranquille. Tu vois, c'est essayer de. Mais concilier... même c'était Sarkozy en 2007, son slogan c'était la rupture tranquille. Exactement. Ouais, c'est mieux quand c'est vrai tranquille. Hein. Attends, Oui. Ouais. parce que moi, je me souviens de la rupture tranquillou là, de Groland. Bah oui, mais c'est ça. C'était détournement du slogan. Oui, bien sûr. Mais, donc ça veut dire quoi ? Là, par contre, c'est quand même assez évident. La radicalité raisonnable, ça veut dire on n'est pas le RN. Mais on va vous faire du RN. c'est ça. On va vous faire du RN, mais nous, ça va passer. Parce que nous, on sait faire, on connaît... Parce que c'est des ploucs, le RN, on va pas se mentir. Ils connaissent pas les entreprises comme le LR les connaît. Ils connaissent pas la haute bourgeoisie aussi bien. Vous voyez, d'ailleurs, ils rencontrent des patrons, ça fait tout un foin pendant 2 semaines. Parce que ça va pas si bien que ça. C'est pas si évident que ça. D'ailleurs, les rencontres se sont pas si bien passées que ça. Patrick Martin aurait dit, après sa rencontre avec Bardella, donc Patrick Martin, c'est le chef actuel du MEDEF, et il aurait dit, je crois que c'est un off, mais... qu'en fait il était incapable. Il dit j'ai discuté avec lui, ses connaissances c'est niveau 3e, donc là il y a ça qui sort en ce moment. Alors j'ai vu des commentaires de RN un peu énervés là, qui disaient c'est n'importe quoi, et d'autres, alors j'ai vu des commentaires qui c'était vraiment la photo de Patrick Martin avec la citation
Bardella, ça va pas du tout, c'est niveau 3e sur les grands sujets, etc. Et les commentaires disaient on en a rien à foutre de la vie des gauchistes, tout ça. Ouah, Patrick Martin, les gars. Ouais, calmos. bon, Mais ce qui est très drôle, c'est que même Pierre-Édouard Stérin, vous savez que Pierre-Édouard Stérin, milliardaire, qui sponsorise plein de trucs d'extrême droite et qui donne des notes aux gens. Lui-même s'estime être un 8 sur 10. J'ai vu ça dans une vidéo sur internet, deux mecs qui en parlaient, enfin 2 personnes qui en parlaient. Et lui-même se considère être un 8, il aime s'entourer de 9. Et autant. Ouais. Il parle des gens comme les mascus parlent des femmes. Oui, ou même les mascus parlent de comment il faut être niveau mindset, il faut s'entourer de winners et machin. Ouais. Et il a rencontré, évidemment, Stérin a aussi rencontré l'état-major du Rassemblement National, et pour lui, c'est des tocards. C'est des énormes tocards, et il leur donne des 5 et des 4. Pour autant, il est assez déçu, Stérin, du personnel politique, notamment à l'extrême droite, et c'est pour ça aussi le plan Périclès, c'était l'idée de putain, faut les former, parce que là, j'ai que des nigauds, quoi, j'ai que des idiots. Donc, et même Bolloré trouve que c'est pas pour rien qu'il est pour l'union des droites. Il est pour l'union des droites parce qu'il se dit le RN niveau économie c'est des brels. Donc il faut qu'il y ait les gens de droite sérieux à la François Fillon, je ne sais quoi, LR dont on parlait tout à l'heure, avec Nestor et tout. Il nous faut ceux-là et le RN pour attiser les passions identitaires, comme le RN sait si bien le faire, mais on va pas leur confier l'économie. C'est-à-dire que même les grands milliardaires d'extrême droite qui subventionnent l'extrême droite, ils ont un point commun, c'est que c'est des grands milliardaires, et c'est des mecs de l'économie, et eux-mêmes voient bien que c'est des tocards. C'est intéressant. Mais est-ce qu'il n'y a pas du coup un risque, je pose naïvement la question parce que je connais pas, je suis pas bien renseigné sur les milieux d'extrême droite, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, en partie, ce qui séduit l'électorat du RN, c'est le côté, c'est pas des intellos, c'est pas des grosses têtes. Si. Est-ce qu'il n'y a pas un anti-intellectualisme dans l'électorat RN qui fait que si on rend Bardella intelligent, mathématiquement, on le rend moins séduisant pour son électorat? C'est encore autre chose, mais oui, bien sûr. Il y a de ça. Il y a toujours Pas tout l'électorat, mais... Non, mais partie, oui, sans doute. Oui, mais Nona Mayer, qui est une chercheuse sur l'extrême droite, en parle. Ça fait partie des trucs qui ont plu chez Jean-Marie Le Pen dans les classes populaires. À l'époque même de Jean-Marie Le Pen, c'est lui, on comprend ce qu'il dit. Il prend pas des grands airs, parce que Jean-Marie Le Pen, dans les années 80-90, il faut s'imaginer qu'en face de lui, il a des Rocard, il a des Jacques Delors, il a des gens. Je sais pas si vous avez écouté sur l'INA. Ils ont rendu le débat de 79 disponible, un débat de 79 entre Georges Marchais, Jacques Chirac, Simone Veil et il me manque un quatrième larron. Georges Marchais, Jacques Chirac, Simone Veil et François Mitterrand, c'est pas rien le quatrième d'ailleurs. Et François Mitterrand, et il est question de avant Maastricht et tout, mais il est question de ça allait être la première fois que la France allait envoyer des députés européens au Parlement européen, et le débat, je vous jure, vous écoutez ça, c'est incompréhensible. C'est-à-dire, en écoutant ça, je me suis dit le niveau baisse, mais même moi, par exemple, sur les questions monétaires, je parle pas des questions économiques, les questions monétaires. Vous réécoutez aujourd'hui des trucs sur les questions monétaires qui sont des questions qui ne se posent plus. La dévaluation du franc, les questions de taux de change, les questions d'inflation. Alors là, c'est revenu un peu l'inflation, mais on l'avait oublié depuis que la Banque centrale a pour mission de lutter contre l'inflation. Depuis qu'on a l'euro, on ne se pose plus des questions monétaires. Tout un tas de questions économiques qui, en fait, sont maintenant gérées en partie à un niveau supranational, mais on ne se les pose plus. Et là, écoutez les 4 parler d'économie. Je me disais, mais c'est d'un niveau, c'était hyper balèze, fallait être concentré, et Le Pen arrive là-dedans, il fait... Et limite, viens. Ouais, jeune. Et lui, il dit, c'est les Arabes, c'est les immigrés, moi, la France, c'est pas compliqué. Et alors que les autres sont là, les montants compensatoires, le 4e trimestre, et c'est incompréhensible, vraiment, c'est incompréhensible. Donc, ça participe, en effet, les classes populaires, une partie des classes populaires, pas n'importe lesquelles, hein, les classes populaires de droite. Oui, bien sûr. On a toujours eu. Ont été séduits aussi par la simplicité ça a toujours été, et c'est encore le cas maintenant, ouais, bien sûr. J'ai eu l'occasion de voir, pour préparer une future vidéo, un débat, je crois que c'était européenne aussi, où il y avait Bayrou, Le Pen, et puis à ce moment-là c'était Patrick Devedjian, et pour le PS, je me demande si c'était pas Montebourg, et exactement ce que tu décris, c'est-à-dire ça n'a pas du tout changé, mais moi j'étais
abasourdi de voir que c'était toujours les immigrés, etc., machin, qui revenaient, mais de manière caricaturale. C'est-à-dire que quand bien même le sujet n'avait absolument rien à voir, il arrivait à relier le truc de manière parfois capillotractée et tu y retombais sur l'immigration et j'étais en mode mais c'est Les fou. débats aujourd'hui, dès qu'il y a des trucs, des émissions, soit quand c'est en campagne et que du coup il y a des débats tout le temps, soit parce que France 2 organise la grande soirée avec Caroline Roux, avec des gens qui débattent, etc. Effectivement, ça revient sur l'immigration. Bon, on l'a dit et redit, mais il y a aussi les journalistes et les modérateurs qui passent leur temps à vouloir revenir sur le sujet. Et quand tu commences à dériver sur un autre truc qui te paraît important, chaque fois ils disent non mais ça, on va en parler. En fait, quand tu regardes l'émission en entier, il s'est jamais revenu sur le sujet. Il fait, on va en reparler, mais restons sur les... La différence, je sais pas, toi, qu'est-ce qu'il en était du débat que tu as vu, mais le débat qui est pourtant pas si vieux, tu vois, c'est 2008, un truc comme ça, il y a une espèce presque 20 ans, quand même, ouais, calmos, ouais. hein. Non, mais je veux dire, si on parle d'un débat avec Mitterrand, oui, on a minimum 40. 79, quoi. Non, franchement, moi qui vais souvent dans les archives, c'était beaucoup plus compliqué de comprendre de quoi on parle dans les années 80-70, parce que vraiment les débats politiques étaient beaucoup plus techniques. Mais là où ce que j'ai pu observer 2008, dans ce débat-là, bon, c'est qu'il y avait quand même des sujets imposés et que c'était pas forcément les candidats qui imposaient les sujets qui les intéressaient. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que si tout le monde a décidé de parler d'immigration, à part les mecs de gauche, on va parler d'immigration. Ouais. Alors qu'à l'époque, c'était... je me rappelle plus le nom de la personne qui gérait le débat, mais... Arlette Chabot. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est Il y avait Arlette probable, Chabot. cette époque-là. Et il y avait quelque chose de... Non, mais c'est pas le sujet. C'est genre... elle recadrait peut-être... légèrement en tout cas, mais un peu plus sec en disant non mais là, c'est pas le sujet. On a décidé de parler d'économie. Pourquoi vous en venez à ça, quoi? Et je me souviens, c'est pour ça que j'ai regardé à la base, qu'elle traitait vraiment comme de la merde Bayrou. Parce que Bayrou, il a ce truc de prof de vouloir revenir sur le truc dont on a parlé il y a un quart d'heure parce qu'il n'avait pas pu finir son propos. Oui. Et Arlette Chabot, à chaque fois, elle était en mode non mais ça c'était il y a un quart d'heure, on avance. C'est old. C'est vrai qu'il est lent. Il est lent. Après, voilà. Mais il y a beaucoup ça chez Glucksmann. Quand je vois les débats de Glucksmann, c'est vrai qu'il est après lent avoir aussi, vu le débat de Bayrou, je trouve que c'est son fils spirituel en termes de rhétorique. C'est-à-dire, il est vraiment... Pas vif. Je veux revenir sur ce qui a été dit il y a un quart d'heure. Et il y a aussi ce truc de ne pas parler jusqu'à ce qu'on donne la parole. Il n'y a pas à s'imposer, s'imposer et parler un petit peu fort pour pouvoir parler, pour pouvoir dire ce qu'on a envie de dire. Quand il essaie de faire le bonhomme et de s'imposer et de parler fort, c'est ridicule. Il se fait rouler dessus. Alors que marche lui, mais moi, pareil, je relis ça à son truc de prof, c'est qu'il attend patiemment son tour. Puis quand c'est son tour, il dit bon, puisque le débat ne vole pas très haut, je pense qu'il est temps de poser les vraies questions. Et Tout ça manque de clarté. C'est ça. Mais il y a un côté. Moi, je m'en fous, je le connais le programme. Hein. C'est vous qui passez l'examen en fin d'année. Ouais. Tu sais, les profs qui sont en mode bon, c'est bon, vous avez fini votre chahut, on peut parler. Il y a ce truc aussi chez Glucksmann. Il y a un truc sur la technocratisation, vraiment les débats économiques de haut vol. Quand je te parlais du débat de 4 personnes en 79, tout le monde est énarque là-dedans. Ouais. Je veux dire, Mitterrand, Chirac, Simone Veil. Et bon, Georges Marchais, qui lui est un peu, mais c'est quand même une école exigeante que l'école de formation du Parti communiste. Il peut parler économie, il peut parler inflation, etc. Aujourd'hui, il y en a qui ont dit il faut justement arrêter de faire ça. Et je pensais au printemps républicain. Mais même les énarques, arrête de faire les énarques. Quand tu vois un Laurent Wauquiez qui est blindé de diplômes et qui est passé. Il est énarque, lui. Je crois qu'il est sais normalien. Oui, possible. Non, mais non, je crois qu'il est juste agrégé d'histoire. On va se calmer. Non, mais il a. C'est pas mal déjà, mais. Ouais. Attends, je vais regarder les diplômes trucs, de Wauquiez. Mais ouais, on va regarder. Agrégé d'histoire, je suis sûr. Peut-être qu'après il a fait l'ENA. Il y a une grosse différence entre les énarques et les normaliens, je me rends pas compte. Oui. J'avoue, je sais pas. Je suis ni l'un ni l'autre. Les énarques, c'est l'école d'administration. En fait, on t'apprend à être un haut fonctionnaire de l'État. Normalien, c'est beaucoup plus la connaissance, le savoir. C'est beaucoup plus l'ENA, c'est très particulier quand même.
Léna t'apprend à gérer Léna les dossiers, quoi. Léna t'apprend à être compétent, alors que les normaliens, le normal sup, t'apprend à bien parler. Avoir des cons. C'est pas compliqué, Laurent Wauquiez, il est agrégé d'histoire, normalien et énarque. Allez. Bah voilà, bah tu vois. Le combo, il repart avec la boîte du jeu. J'étais pas sûr, mais voilà, quoi. Lui, il a tout. Et quand il parle pas du tout comme quelqu'un qui a tout. Non, mais il fait exprès. Et parce qu'il fait exprès. Oui. Il y a de l'hypocorrection chez Ouais, Laurent ouais. Wauquiez, ouais. Et puis il y a aussi un truc sur les plateaux que les animateurs de débat ne laissent plus parler de manière énarque. Oui, tu vas te faire couper en disant là, vous êtes en train de perdre les gens. Genre, quand t'as un Zuckman qui est invité ou un économiste qui explique de manière très claire et justifiée pourquoi il faut faire comme ci, comme ça, etc. La personne qui l'interviewe va être en mode non, mais on comprend rien. Essayez de. Et exige une simplification. C'est pas seulement. Les gens, les personnalités politiques qui sont simplifiées leur contenu, on les a forcés à le faire aussi. Peut-être aussi le niveau des journalistes, il est pas très élevé. Hein. Donc je pense qu'il y a un moment, t'as Pauline de Malherbe en face, elle dit ouais, on comprend rien, hein, parce qu'elle comprend rien. Donc bon, on peut pas lui en vouloir, la pauvre, c'est Apolline de Malherbe, quoi. On l'aime bien. Hein. Si tu nous écoutes, Apolline. Et à la fois sur les vieux débats, sur les vidéos de Lina, comme les trucs que t'as dit, tu regardes les commentaires, les gens disent à l'époque c'était quand même une autre. Hein. Oui. Hein, ils parlaient mieux quand même, les gens, etc. Ils parlaient mieux, mais on comprenait rien. Hein. Ouais. Hors débat politique. Pardon. Non, vas-y. J'allais dire hors débat politique. De temps en temps sur Twitch, on regarde des cassettes vidéo de vieilles émissions et tout. On est retombé sur un truc vie privée, vie publique qui était animé par Mireille Dumas. C'est ça. Sûr. Et on a halluciné. Pourtant, bon, du coup, si c'est un peu vieux, c'est 2003, mais on a halluciné de voir à quel point les gens se laissaient parler. C'est-à-dire qu'il y avait une personne qui parlait, les gens n'essayaient pas de le couper, il y avait une possibilité de développer pendant 1, 2, 3 minutes, et les gens n'essayaient pas de se parler par-dessus les autres. Quand la personne avait fini, t'as Mireille Dumas qui disait machin, vous vouliez prendre la parole, vous vouliez rebondir. C'est un truc, quand on discute par exemple en podcast ou ce truc comme ça, moi j'ai l'habitude de lever le doigt quand genre je veux dire un truc mais pas couper la personne. Il y a cette dynamique-là alors c'est pas un débat politique, mais il y a cette dynamique-là. Les gens en live sur Twitch étaient étonnés de voir qu'on se coupait pas la parole et qu'on se laissait parler. Ouais, non, mais moi souvent on me dit Jules, tu coupes la parole tout le temps. Mais en fait, il y a des situations où en fait, faut apprendre à le faire. Sinon, tu te fais rouler dessus. Là, j'ai fait un C'est ce soir la semaine dernière. C'est ce soir. Je crois que jusque-là, c'est vrai que mes premiers plateaux, dès que je me faisais couper la parole, je fermais ma gueule et je disais plus rien. Pareil, je faisais comme toi. Mes premiers C'est ce soir, je lève la main pour. Je cherche le regard de Karim Rissouli. J'essaie de dire mon truc. Et puis, en face, ils s'en battent les couilles. Ils sont là. Oh, mais pas du tout. Mais nul le gars, nul. Et ils m'empêchent de parler. Et je suis là, bah dis donc. Tout le monde est Mohamed Eni sur le plateau C'est ce soir. Voilà. Et là, je crois que c'est une des premières fois où je me suis dit, allez, nique sa mère, moi aussi. Là, t'as lâché ouais. 2 secondes. Ouais, je vais couper. Allez, alors, je me suis quand même fait couper la parole, mais c'est la jungle en fait. Et non, c'est pas la jungle, c'est le cirque. C'est le cirque. Mais je me suis dit, tant pis, je vais couper Jérôme Sainte-Marie, le mec du RN, là, il partait. Je dis, mais non, mais pas du tout. Et c'est moi qui ai fait le, non, mais pas du tout, parce que c'est la règle du jeu, quoi. Et c'est violent, mais bon, je suis pas sûr que pour le téléspectateur ce soit très agréable, mais j'imagine le producteur derrière qui se dit c'est bien, il y a de l'animation, c'est bien. Bien sûr. Je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'était Laurent Delahousse qui, au moment d'un débat post-électoral, avait apostrophé les intervenants en disant en tout cas, les Français s'intéressent de moins en moins à la vie politique, on commence à comprendre pourquoi. Parce que le débat avait été... Non, ça vous dit rien Si, ça me dit quelque chose. Ouais. Moi, ça me dit quelque chose, ouais. Que le débat, les gens s'étaient écharpés, mais au-delà de toute décence et politesse. Et Delahousse avait dit à la fin, on comprend pourquoi les Français s'intéressent moins à la politique. Vous avez vu comment vous vous comportez, quoi. Et ça en avait parlé le lendemain en mode, putain, ils avaient engueulé, quoi. Ouais, c'est ça. Mais un peu comme, tu sais, quand... C'était passé à l'antenne, ça Ouais. Ah oui, d'accord. Mais tu sais, comme quand Gilles Boulot avait Gilles un Boulot, peu... Non, c'est pas Gilles Boulot. Si, Gilles Boulot. Mais j'ai compris Gilles Boulot. Merde. C'était un truc un peu des chiens.
Non, mais quand Gilles Boulot avait recadré Marine Le Pen, Gilles le Boulot. lendemain, les médias étaient en mode « Ouais, mais c'est fou, Gilles Boulot a fait son boulot, on tombe des nues, quoi. » T'as dit 2 fois boulot, alors on a rigolé. Bah oui, bien sûr. Gilles Travail a fait son boulot. Ah, mais... Mais oui, on a bien dérivé. Je parlais de Bruno Retailleau qui a officiellement lancé sa campagne avec la radicalité raisonnable. Il y a eu plein de... Ça y est, ça se réveille niveau candidature. Il y a Gabriel Attal qui a dit « J'annoncerai ma candidature le moment venu ». Bon. Normalement, quand tu veux faire du suspense. Il a un meeting de prévu, je crois que c'est le 30 avril. Oui, fin avril, ouais. Le 30 avril, donc ça y est, il va lancer ça. Et Gabriel Attal a officialisé le fait que désormais, il était de droite. C'est pas vrai. Ah, Si. ça m'a échappé. Ah, j'aurais dû en Il faire a une fait question. son coming out. Il a fait son coming out de droite. C'est-à-dire qu'on lui a posé la question, quelqu'un lui a dit oui, et machin, mais était devenu de droite. Et il a fait, bah oui, il faut évoluer. Ah oui, bah d'accord. Puis dans le sens du vent, c'est mieux quand même d'évoluer tiens. dans le sens du vent. Très bien, bah ça me fait plaisir. Donc oui, c'était un Shepol de Libération ce matin, là, Ah bah, très qui bien. disait que... Écoute, on n'en a jamais douté qu'il était de droite. Non, nous. a priori non. Et puis même, comme dirait souvent Clément Viktorovitch, il fait partie de ceux qui vont quand même énormément lorgner à l'extrême droite sur pas mal de sujets quand il est L'autorité. sur l'autorité, sur le voile chez les enfants. La Baïa, là, c'était lui. Voilà, exactement. On le met au ministère de l'Éducation nationale, premier truc, à la Baïa. Mais La ça Baïa, va, le SNU, c'est... Non, c'est un petit fasciste. C'est un petit fasciste. Et du coup, est-ce que ça va changer quelque chose en termes de temps de parole, de comptabilisation du temps de parole dans les médias ? Parce que, est-ce qu'il était considéré comme de droite jusqu'à Non, maintenant ? Non, parce il que compte c'est pour pas- la majorité présidentielle. Ah ouais, d'accord. Enfin, majorité. Même s'il dit « Ok, je suis de droite », quoi. Bah ouais, c'est la vie. Ils ont trouvé le cheat code, hein. Il a pas dit je suis LR. Oui, Mais après, on savait que le macronisme, c'était de droite. Mais c'est bien de. Mais en même temps, ce serait grotesque qu'il continue à. Parce que d'autant plus qu'il y a eu un petit mouvement avec des Sacha Houlier, Aurélien Rousseau, de gens qui se sont rapprochés de Glucksmann, en fait. Bah oui. Parce que Glucksmann, c'est vraiment le sas entre les macronistes et la gauche social-démocrate. Hein. Bon, c'est logique, quoi. Mais je voyais pas Attal aller avec Glucksmann du tout. Attal, ça fait longtemps qu'on sait que c'est un autoritaire. Donc bon. Après, moi, je me disais qu'avec le classement de LFI à l'extrême gauche, on allait avoir un espèce de les gens de droite vont devenir des gens du centre, les gens d'extrême droite vont devenir peut-être certains de droite. Je me disais, ça va tout décaler. Et en fait, non. Si Attal reste de droite, au moins c'est bien. Maintenant, il faut que Glucksmann assume être de droite. Non, il continue à dire qu'il est la vraie gauche. Il a dit je suis la vraie gauche. La vraie gauche. J'ai vu un truc comme ça. Alors là, c'est 2 têtes. Hein. Ouais. Mais sous-entendu, la gauche non mélanchoniste. Ouais, c'est la Ça, vraie gauche. ça c'est le terme qui sort beaucoup en ce moment. Parce que c'est la gauche de gouvernement qui assume des valeurs. Et assume justement, l'idée de progrès. ça me permet d'enchaîner sur cette devinette. Je vais vous donner une citation et vous allez me dire d'où sort cette citation. T'es très fort là. Attention. Le temps de la social-démocratie doit être dépassé. Le monde qu'il a vu naître n'existe plus. Ce modèle a permis des progrès sociaux considérables, mais n'a jamais pris en compte les limites planétaires, n'a pas effacé les inégalités entre les femmes et les hommes, ni les discriminations racistes, et s'est progressivement fissuré sous l'effet de la mondialisation libérale. D'où est-ce que je sors cette citation ? Ça, c'est quelqu'un du PS, non ? C'est du PS, oui. C'est Hollande. Ridel. C'est pas une personne. Ah, c'est leur nouveau Oui. programme. Ah oui, c'est leur nouveau programme avec la Bonne liberté. réponse tout ça. d'Usul. Oui, oui. Oh. C'est Quand j'ai dit Chloé c'est dans Ridel- l'introduction de leur nouveau programme officiel. Chloé Ridel et la rédactrice, la rédactrice principale, elle a été chargée de faire ce programme. Ça fait 1 an qu'ils sont là-dessus et ils sont arrivés avec, en effet, je l'ai lu ce truc-là, je l'ai lu. Ok. Ouais. C'est incroyable. Hein. Bah oui. je Parce me que ils dis disent, ok. bon, la social-démocratie dépassée, mais vous proposez quoi du coup ? L'éco-socialisme ou quoi ? Non, même pas. Rien. Bah alors je sais pas, mais du coup ça m'a donné envie d'essayer de trouver ce PDF pour bouquiner ça.
parce que je sais pas où est-ce qu'ils vont là-dedans, parce que cette intro, elle peut amener à des trucs très bien, comme elle peut amener à ah bah oui, bah non. Oui, ça pourrait être l'introduction de avant Oui, le avant programme Macron. de Mélenchon, quoi. Ah oui. La social-démocratie doit être dépassée. Ou de Macron en 2017. Ouais. Donc voilà. Ah, moi, je trouvais que ça faisait macroniste un peu. Bah oui, c'est ça, c'est qu'on voilà. Ça aurait pu être du Effectivement, Macron ça peut, de 2000, même 2017, ouais. Ouais, mais après, ça part sur les inégalités, les limites planétaires et tout. Bah oui, mais c'était c'était la ligne de Macron en mode je suis de droite économiquement, mais de gauche. Ça parle des inégalités socialement. économiques. Non, je relis justement. dans la situation que j'ai. C'est genre économiquement, il s'agit d'être raisonnable, mais les inégalités hommes-femmes, etc., C'est genre la gauche des idées, mais la droite Il n'y a économique. pas marqué inégalité économique là-dedans. Il y a les inégalités tout court. Les inégalités entre les femmes et les hommes, les discriminations racistes, et c'est progressivement fissuré sous l'effet de la mondialisation Ah libérale. oui, non, il n'y a même pas les riches et les pauvres, quoi. Bah, en tout cas, dans la citation que j'ai là, qui vient de l'intro, je ne sais pas si dans le programme... Oui, mais pour vous, les gens de gauche, tout le monde est riche, et tout le monde est de droite, on a bien compris, votre petit manège. Ouais. Il est où ton Nestor? Chacun son Nestor. Vous avez Rentre pas à votre Moulinsart. Chibouzouk. Donc en fait là, si on résume avec les candidatures qui partent, il y a aussi Mélenchon, dès qu'il plus il prend la parole, plus il glisse là des trucs sous-entendant que c'est lui qui va y aller. Glucksmann, il a dit j'irai quoi qu'il arrive. Super. Vas-y, on te regarde. Il y a David Lisnard. Oh là là. Je vois pas qui c'est. Alors David Lisnard, c'est le maire de Cannes. Il a aussi un poste important puisqu'il est président de l'association des maires de France. Donc c'est quand même un gros truc. Surtout là. C'est pas rien. C'est pas 3 personnes. Non, c'est 36 000. C'est 36 000 C'est personnes. une majorité de maires. Donc c'est quand même un poste qui est assez influent dans la politique nationale et qui a un bon maillage territorial de fait, puisque c'est tous les maires. Mais David Lisnard, lui, donc il s'est lancé, il a annoncé qu'il serait candidat. Alors, je sais pas dans quel cadre, je sais même pas s'il fait toujours partie de LR ou quoi. Non, il a quitté LR, il a fondé son propre mouvement. Oui, voilà. Et son positionnement, c'est je vais être Javier Milei. Ouais. Concrètement. Il va peut-être être rejoint par Kasbarian, hein, on sait pas, ça serait pas absurde. Peut-être, mais je l'ai vu faire un meeting avec une mise en scène qui est clairement pompée sur Javier Milei. Je sais pas si vous vous souvenez du temps de la campagne de Javier Milei en Argentine. Il y avait eu une séquence filmée qui avait beaucoup tourné. Il était face à une espèce de mur sur lequel il y avait des scratchs et il y avait plein de ministères collés avec des mots oui, je me souviens. Collés sur des scratchs au mur. Ministère du droit des femmes, ministère de la culture, ministère de ceci, cela. Et il s'avançait petit à petit le long du mur. Il attrapait chaque mot, il les arrachait, ça faisait un grand bruit. Et il faisait ministère du droit des femmes, afuera. Et il les jetait par terre. Afuera qui veut dire ça dégage en gros. Et évidemment qui est devenu son slogan qu'il suit encore aujourd'hui. Et tu vois tous les petits libertariens sur Twitter aujourd'hui qui mettent Afuera dans leur bio. C'est devenu vraiment un truc. Et là, David Lisnard a fait une mise en scène mais vraiment similaire. C'est même grotesque tellement il reprend même le mot de fin il dit Viva la libertad si, non, mais David Lisnard a dit ça. Mais je te jure, il dit des trucs en espagnol. Alors moi j'ai fait allemand première langue, donc je sais pas qu'est-ce qu'il dit, mais il dit un truc cogno, Viva la libertad ça. Ouais, mais un truc dans le genre, je sais plus ce qu'il dit. Ouais, il le classe avec son accent encore plus pourri que le mien. J'ai pas vu ça, dommage. En fin de truc quoi. Moi je l'ai vu en fait, il a sorti littérale de Javier Milei. Lui, il a sorti une déchiqueteuse. Et lui, il a pas fait ça avec des ministères, il a fait ça avec des codes. Avec des gens. il a fait ça avec des codes, le code du travail, les normes. Ouais, donc, les normes. code de l'environnement. Et il a pris, on lui passait des feuilles qui représentaient, il y avait marqué code de l'environnement avec du texte en dessous là. Donc une broyeuse à papier pour les gens. Voilà, oui, ce que j'ai dit. Une déchiqueteuse. Mais oui, non, la broyeuse. Tu peux imaginer le gros
gros truc où tu mets des arbres Ah oui, entiers. non. Ouais, pardon. Non, une petite broyeuse à papier de bureau. Oui, la broyeuse Voilà. à papier de bureau avec Un peu cogip, quoi. avec ouais, voilà, C'est exactement, avec une caisse transparente en dessous pour bien qu'on voit les feuilles en lambeaux qui s'accumulent en dessous. Et il les a mis un par un en disant alors le code de l'environnement, hop, ça je sais pas ce qu'il disait, peut-être le truc est comme ça. Le code de ceci, le code de l'urbanisme, hop, ça dégage. La biodiversité, hop, dans le broyeur. Ouais. Bah écoute, super, hein, on est content pour lui. Moi, je suis assez confiant dans le fait que ça prenne pas en France. Ouais. pareil. Mais il a eu le soutien officiel de Sardoche quand même. Puis voilà, c'est dire. C'est dire le problème, quoi. Donc ça, tu penses que ça prendra pas en France? Non, ce genre de pensée. Minarchistes, il y en a qui appellent ça les minarchistes, il me semble aussi. En gros, réduire l'État à portion congrue, Ouais. pas dans un pays comme la France. Enfin, on a une tradition depuis Colbert d'État qui administre, y compris l'économie, qui rend ça en service public, etc. C'est toute notre histoire, même avant l'après-guerre. L'après-guerre, évidemment, qui instaure la sécurité sociale, d'encore plus grandes caisses de solidarité, de je sais pas quoi. Il y a l'INSEE qui a sorti un énorme rapport aujourd'hui. Dans ce pays, il y a 56% de gens qui perçoivent plus qu'ils ne cotisent. Ça veut dire que notre État est un État redistributif. Tout le monde, même les pauvres, cotisent au pot avec la TVA, etc. Mais il y a heureusement une majorité de gens qui perçoivent plus en prestations sociales, en prestations de services. On peut prendre aussi les services publics, etc. C'est-à-dire qu'est-ce que coûtent les services publics ? Pas qu'est-ce qui coûterait s'ils étaient privatisés, Oui, parce que ça, c'est encore plus cher. Mais Bien qu'est-ce sûr. qui coûte effectivement ? On perçoit plus, la majorité de la population perçoit plus que ce qu'elle ne cotise. Ça veut dire qu'en haut, il y en a qui cotisent plus qu'ils ne perçoivent. Et ben c'est une très bonne chose. Comment faire en sorte d'accentuer d'ailleurs encore ce truc au moment où on est passé de riches qui possédaient il y a 10 ans 200 milliards, hein, les super riches. Maintenant ils en possèdent 1200 après 10 ans de Macron. Hein, je tenais à le signaler. Voilà, comme ça, pour dire... Non mais pour donner des ordres de grandeur aux gens, le PIB c'est 2000 milliards à peu près, un peu plus maintenant. Ils ont monté leur richesse, maintenant ils sont à 1200 milliards, juste les riches. Bon, il y a une manne encore pour qu'on puisse un peu aller un petit peu plus loin niveau redistribution. Et alors, la grande tactique de la droite, c'est de dire, y compris les macronistes, de dire « Regardez, on paye des impôts, mais on n'a rien. » C'est pas vrai. Il y a une majorité de la population qui paye des impôts et qui a plus que ce qu'elle n'a donné. Alors certes, la qualité des services publics, machin, mais il n'y a pas que les services publics, il y a les prestations sociales de tout ordre, etc. Bon, arriver là-dedans en disant « Non, tout ça, finito !» Surtout que la France est un des pays où les inégalités primaires sont les plus élevées d'Europe. Ça, c'est vrai. Les inégalités primaires, c'est-à-dire avant redistribution, combien touchent les gens, de quoi ils vivent avant redistribution, c'est-à-dire que les pauvres sont beaucoup plus pauvres avant redistribution, les riches beaucoup plus riches avant... un peu plus riches avant redistribution. et on rééquilibre un petit peu, c'est le rôle d'un opérateur suprême qui est l'État, qui dit, bon, on peut pas... En fait, c'est intenable, une société où il y a quelqu'un qui a 300 balles par mois et l'autre qui en a 12 milliers, je sais pas quoi. Je sais pas, j'ai aucun ordre de grandeur pour les riches. Enfin, l'autre qui a Nestor et tout. Oui, c'est ça. Bon, il faut mettre des charges sociales sur le salaire de Nestor pour que ça cotise, pour que ça paye de... Voilà. Eh ben, comment tu veux dire à ce pays-là, non, en fait, il faut qu'on revienne au niveau d'inégalité primaire. C'est ça qu'ils veulent les minarchistes, c'est ça qu'ils veulent les libertariens. Ils disent c'est très bien parce que ça exprime des inégalités naturelles, parce qu'en plus c'est des nazis, globalement. Des inégalités naturelles, de QI, de je ne sais quoi, de force, de puissance virile, qui fait que l'un est plus fort que l'autre. Et il faut que ça se revoie dans la société, il faut que la société soit inégalitaire. Ça c'est pas la France. Je pense pas que ça prenne chez nous. Moi, je pense pas que ça prenne. En tout cas, c'est clair et net que je pense pas que la France deviendra. C'est marrant, je parlais de QI et oui, Sardoche, tu vois, ça match. Ah, mais complètement. Oui. Complètement. Je pense pas que ça prenne au point que quelqu'un qui en fait vraiment son axe principal, comme David Lisnard, devienne majoritaire. Mais je commence à voir de ça disséminé un peu partout à partir du moment où les gens, parmi les candidats, pas que les candidats, mais en tout cas les personnalités politiques de droite, c'est-à-dire que c'est quand même de plus en plus... ce discours-là est de plus en plus évoqué. Et justement, ils ont été décomplexés parce qu'ils vont avoir l'exemple Milei, l'exemple Trump, Elon Musk avec le Doge...
C'est pas la France. C'est Non. ça, parce que, encore une fois, on en revient, tu parlais du déchiquetage des codes, etc. Encore une fois, dès 2006, tu avais Bayrou, pendant les débats présidentiels, qui avait ramené le code du travail français, le code du travail de tel autre pays, Exactement. et il faisait le Suisse. Il avait comparatif. pris la Suisse. Et il faisait le comparatif en disant c'est quand même malheureux, etc. Alors que dans tant de pays d'Europe, c'est beaucoup plus simple. Et en fait, c'est une mécanique rhétorique qui est là depuis 20 ans et qui a toujours pas pris, quoi. Et même le truc de tout simplifier, ça dégage, ça dégage. Hanouna, à l'époque où il disait à moitié en plaisantant, je serais candidat et si j'étais candidat, si j'étais président, je dégagerais ci, je dégagerais ça, je dégagerais ci, je dégagerais ça. Ça a fait rire le public de TPMP, mais c'est pas un programme, quoi. Je pense que on est en train de se rendre compte, et c'est assez évident quand on regarde les États-Unis, que les fascistes savent surtout détruire. Et que là, on a un beau champ de ruines aux États-Unis. On a vu les ravages du Doge, etc. Je pense que dans une certaine mesure, les macronistes ont aussi beaucoup détruit. Et que là, franchement, quelqu'un qui arrive, le pays étant ce qu'il est, et qui dit on va continuer à tout détruire. Franchement, je crois vraiment que les mais Français... ils le disent de manière détournée et ils non, pensent ils disent on va détruire. L'autre, il a littéralement un broyeur à papier. Enfin, au moment où il y a des... la loi du plomb, où on fait signer des centaines de milliers de personnes qui disent faudrait au moins des normes pour qu'on se fasse moins empoisonner. Le truc du cadmium qui sort il y a pas longtemps. Les normes, c'est pas là pour rien. Les normes, c'est là pour nous protéger. Et je pense qu'il y a un certain nombre de gens... Enfin, l'épidémie de cancer... Va falloir qu'on regarde ça aussi concrètement en face. C'est pas normal qu'il y ait autant de cancers. Au contraire, va falloir qu'à un moment on recivilise un petit peu tout ça, les capitalistes, mais même les grands agriculteurs, la FNS. Va falloir qu'on leur dise je suis désolé, ça n'est pas vivable votre truc, ça nous tue. Voilà, donc les gens sont sensibles quand même à ces idées de... En plus, tu vois, ils veulent manger bio, machin. Il suffit de leur dire bah voyez, ça c'est pas compatible avec leur truc de normes là. Jordan Bardella. On a parlé tout à l'heure de à quel point il est considéré comme incompétent et tout. Il est arrivé voir le patronat en proposant, Marine Le Pen, ils ont fait une lettre commune, une grande déréglementation. Alors le patronat, évidemment, il applaudit des deux mains, communautarie, j'imagine. Communautarie. Je suis contre le communautarisme. Je viens de comprendre que tu as dit comme une otarie. Oui, voilà. Donc, mais moi je suis contre le communautarisme. Faut pas applaudir communautarisme. Donc, Jordan Bardella est arrivé en disant vous, en fait, faites-moi votre liste de courses. Qu'est-ce que vous voulez qu'on pète quand on arrivera? Si vous voulez, on cassera tout ça. Et ben, je suis pas sûr que cette œuvre de destruction qui peut être souhaitée par une partie du patronat, même si elle continue à considérer que Bardella est pas très sérieux en économie, ils peuvent considérer qu'il y a un effet d'aubaine là. Et se dire, bon, on aura au moins ça. Moins de normes, c'est normes environnementales, on en a parlé, normes d'hygiène et sécurité, normes de santé, mais c'est aussi le droit du travail, tout ça, ils pensent à tout ça, hein, les normes. C'est-à-dire que, et pourquoi pas, pourquoi il y a une durée hebdomadaire de temps de travail? C'est ça qu'ils regardent avec gourmandise. Et le débat sur le 1er mai qui a eu ces derniers jours... est un exemple. Il y a un truc que je vois, moi, peut-être je suis à côté de la plaque, vous allez me dire, mais quand je vois la manière, encore aujourd'hui, dont d'autres pays européens et même américains nous voient, il y a toujours ce truc un peu caricatural de la révolution, le peuple qui se rebelle, le peuple qui prend les armes, qui décapite le roi, etc. C'est un truc, même encore aujourd'hui... Et qui finit avec la sécurité sociale. C'est et tout ça. Et tout. Et en fait, il y a ce truc dans l'imaginaire que les étrangers voient chez nous. Bagnole cramée et carte vitale. C'est ça. Et en fait, je pense que c'est un truc que nous aussi, on a. C'est-à-dire, on peut être tenté parfois quand on voit à quel point les idées de droite prennent de la place dans l'espace médiatique. On peut être tenté de se dire... Cette vision que les autres pays ont de nous, elle est fantasmée, elle est idéalisée, et en fait, on n'est plus ce pays de la Révolution. Mais en fait, quand on voit, je trouve que la pétition de la loi du plomb et la pétition de la loi Yadan, etc., c'est des bons exemples, parce que on pourrait être tenté de se dire, ça sert plus à rien de prendre la parole, etc. Quand on voit comment les dernières manifestations n'ont eu aucun impact, etc., on pourrait être résigné. Et en fait, il y a quand même des mobilisations. C'est-à-dire que même quand on sait que ça sert à rien, on se mobilise quand même. Les retraites, ça a servi. Mais bien sûr. Mais c'est pour dire que on a aussi ça en nous, ce truc du pays de la révolution, etc. Et je pense que peut-être inconsciemment, on a ce truc de c'est nous.
et on va gueuler et c'est un peu à côté, mais c'était la chaîne YouTube Calmos qui parlait des comédies françaises, Ouais. qui parlait de comment en France on a ce truc de se moquer des figures d'autorité. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que il faisait un super cut pour montrer ça, etc. Mais c'est vrai que des choses, on en revient toujours à ça, j'en reviens toujours à ça, je suis désolé. Mais des choses comme les guignols de l'info, même si ça n'existe plus aujourd'hui, c'est quelque chose qui était assez, plus je me renseigne sur le sujet, plus je me rends compte que c'était unique dans le paysage européen. C'est-à-dire qu'on avait une force, je montrais le clip de Chirac en prison des Wampas. Je l'avais filé à quelqu'un qui regarde des clips en live sur Twitch, Yanis. Il avait diffusé le clip, et moi je lui avais dit, tu te rends compte quand même que on a diffusé à la télévision française en prime time dans une émission qui était vue par 3 millions de spectateurs à l'époque. C'était Guignol. Ah, les Guignols. Ils avaient diffusé, parce qu'en fait, les Vampas avaient fait un titre qui s'appelait Chirac en prison, et toutes les chaînes radio, etc., avaient dit on la diffusera jamais, on diffuse pas de pub. C'était sous Chirac. C'était sous Chirac. Et les Guignols avaient fait ah ouais, d'accord. Et ils avaient réalisé, sans rien demander, ils ont réalisé le clip de la chanson Avec et des ils l'ont marionnettes diffusé Oui. avec des marionnettes. Et tu as la marionnette de Chirac qui va dans un car de Et police qui c'était est derrière les barreaux. le magnéto de milieu d'émission ce jour-là. C'est ça. Et en fait, je disais, te rends compte qu'on a fait un clip sur un président en exercice qui finit en prison. Et en fait, on est dedans, donc on s'en rend un peu moins compte, mais c'était quand même une exception européenne. Les caricaturistes d'autres pays d'Europe ne peuvent pas aller aussi loin, ne pouvaient pas aller aussi loin aujourd'hui. Non, en Et tout c'est cas, pour ça que ça a été... même se l'interdisait C'est eux-mêmes. ça. Ouais. Et c'est pour ça que c'est le premier truc que Bolloré a fait sauter quand il a récupéré Canal. Je pense qu'au début, on a beaucoup dit c'est parce qu'il était chonchon que sa marionnette soit pas très valorisée. Mais je pense qu'il y avait aussi une conscience que c'était un contre-pouvoir très puissant, les Guignols. Même si c'était de moins en moins regardé, il y a toujours cette idée reçue qu'ils ont fait élire Chirac. Même si c'est pas vraiment la réalité, il y a quand même... On leur prête un pouvoir. On Mais leur a prêté un pouvoir. Tous les politiques s'inquiétaient de savoir à quoi ressemblait leur marionnette des Guignols. Bien C'est-à-dire sûr. que ça tournait en tâche de fond dans la tête de tous les politiques de savoir comment ça allait être perçu dans les Guignols, ce qu'ils Complètement. font, ce qu'ils disent, ce qu'ils sont. Ouais. Complètement. Donc ça les angoissait sincèrement. Ouais. Donc il y a ce truc de la caricature, de se moquer des puissants, etc. On a ce truc en France qui est une exception culturelle et même une exception idéologique, j'allais dire. On est ce pays de la Révolution et je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui, soit consciemment ou inconsciemment, veulent s'en montrer dignes. Ouais. Et dire on est dans un pays où on peut manifester, où on peut ouvrir notre gueule, et les gens continuent d'ouvrir leur gueule quand bien même les médias disent en boucle que ça sert plus à rien. Mais c'est pour ça, je pense que tous les tocards comme David Lisnard ou même Jordan Bardella avec sa princesse, qui sont en train de s'américaniser. Il y a une trumpisation. Vraiment, ils sont fascinés. La droite est fascinée par le degré de décomplexion de Trump, tu vois, là où on a parfois des patrons, nous par exemple en France, des Bernard Arnault, des mecs discrets qui veulent fonder leur domination sur une espèce de supériorité à la fois culturelle, ils ont des fondations pour les arts, ils font du piano, voilà. Et la domination doit être acceptée, sinon c'est pas une vraie domination, sinon c'est juste de la brutalité. Et là, ils regardent Trump et ils se disent « Ah mais ça marche la brutalité en fait. Donc on va peut-être changer de méthode. » Et ça c'est à l'américaine. Mais oui, mais pourquoi chez nous, Bernard Arnault en fait autant pour paraître civilisé, dire « Regardez, je crée des emplois, je fais du piano, etc. » Parce qu'il a peur des fourches. Et que dans ce pays, on a peur des fourches. Je suis pas sûr que quelqu'un qui arriverait décomplexé... C'est ce que Bolloré est en train d'essayer de faire. Vraiment de dire « Alors moi, ce sera la force brute. » Je vois que ça passe ailleurs, je vois que Trump y arrive, ce sera la force brute. Moi, je pense qu'il faut qu'on tienne une vague, et j'en parle avec d'autres gens qui sont plutôt... Enfin, vraiment, quand je parle avec d'autres... je pense à Chapoutot, Vincent Tibéri, machin, on discute, tu vois. On est optimiste. On est plutôt tous optimistes. Faut pas doumer déjà, d'une part, mais surtout, on a des ressources. On n'est pas n'importe quel pays. Et pas seulement l'histoire de la Révolution française et ce tempérament un peu éruptif qu'on nous prête, qu'on a, certes, mais qu'on nous prête aussi. On a aussi un niveau d'éducation qui est quand même assez élevé. On a un écosystème informationnel qui est quand même... Regardez
c'est pas pour vanter ce que fait Blast, mais c'est quand même assez impressionnant ce que fait Blast, ce que fait Mediapart. On n'a pas été mis au pas. Ouais. On n'a pas encore été mis au pas, et on fait des chiffres assez spectaculaires. On a des rhinos à 1 million. On se dit, il y a une demande, il y a un intérêt pour ça. Et je parle même pas d'un autre facteur qui est quand même assez évident. Très bien, mettez Jean-Luc Mélenchon dans l'extrême gauche. Donc ça veut dire qu'on peut faire 20%. L'extrême gauche fait 20% dans ce pays. Oui. Là, si l'extrême gauche fait 20% dans ce pays, c'est quand même assez incroyable comme pays. Il n'y a pas d'autres pays de l'Europe où la gauche radicale fait des scores aussi élevés. On a plus d'anticorps que les autres, c'est ça que je veux dire. Ouais. Surtout face à un Daniel Lisnard, face à des tocards américanisés. Lisnard, c'est un détail, mais Lisnard, mais même je Bardella, le vois comme un marchepied derrière de Retailleau ou de Bardella. Et du coup, je voulais te poser cette question. Toi, en tout cas, là, ce que vous dites, là, vous deux, déjà, ça fait du bien. En vrai. Non, mais en vrai de vrai. Parce que moi, j'ai pas mal suivi les élections hongroises, là, qu'il y a eu la semaine dernière, et ce qui a précédé, donc la campagne, comment elle a été menée, on en a parlé un peu dans le dernier épisode. Et moi, entre ça et la commission audiovisuelle publique et comment ont été menés et sur quoi étaient appuyés les débats, j'étais un peu, c'est vrai, dans un dooming en mode si on fait rien, on va devenir un pays avec un système à la Orban. Et je me dis que non, qu'on va pas devenir un pays avec un système à la Orban. Et même, et c'est la question que je vais te poser du coup, Jules, par rapport à ça, toi, tu penses que on pourrait pas devenir un pays comme ça, même en cas d'une victoire Bardella, qui finirait par passer au présidentiel parce qu'on a un système mal foutu, parce que le système est mal foutu, qu'il y a le système à 2 tours et que à un moment en fait ça passe à peu de choses près. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a plusieurs choses, mais enfin je pense que vraiment il y a plusieurs. Tout à l'heure je parlais de la CGT à 800 000 adhérents ou je sais pas quoi, c'est pas rien non plus. Bardella il va avoir des adversaires si jamais il arrive au pouvoir et ensuite il va falloir qu'il gagne des législatives. Ouais. Ce qui n'est pas non plus évident. Parce qu'en effet, le système il y a 2 finalistes, et si on se retrouve avec, enfin, je sais pas où on va, mais mettons que Bardella gagne à 51% au second tour face à je ne sais qui. Bon, on a encore. Alors, il y en a qui disent que c'est vrai qu'on a. C'est beaucoup de pouvoir, le président de la République. Il a beaucoup de pouvoir de nomination. Il peut aussi ne pas signer des décrets, ne pas signer des trucs, même ne pas signer des lois. Je crois que Mitterrand avait bloqué des trucs sous Chirac. Oui, il avait mis des conditions, notamment sur les. Pour ratifier des trucs. Sur les privatisations. Voilà. Sur les privatisations, il avait dit moi, je veux bien signer. Des décrets de privatisation de tel ou tel truc, mais ça, on n'y touche pas. Voilà. Ça, on privatise pas, même si t'as envie. C'était bon. C'est très gênant d'avoir un président d'extrême droite. Je le cacherai pas. Déjà, c'est pas gagné parce que on nous avait déjà vendu Bardella Premier ministre. On nous avait déjà vendu. Faut pas oublier que ça se droitisse par la tête, que les sondages sont quand même pas très fiables. On nous avait vendu des présidents de région RN, il y en a eu zéro. On nous a vendu donc Bardella Premier ministre. C'est la gauche qui est arrivée en tête, divine surprise comme dirait l'autre. Et faut revenir aux urnes. Faut revenir aux urnes. Faut faire voter les gens. Faut créer des moments politiques. On a assez travaillé sur les sondages. Maintenant, il y a toute une littérature. Ça fait 20 ans que des chercheurs bossent sur les sondages et disent à peu près la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu mesures quand tu n'es pas dans le moment, qu'est-ce que tu mesures sur un échantillon de 1000 personnes qui répondent à un truc sur Internet? C'est ça les sondages la plupart du temps. Sur 10 000 personnes, là, ça commence déjà à être un échantillon un petit peu plus solide, tu peux te faire un petit peu une idée, mais tu ne sais pas ce qu'ils feront le jour du vote pour autant, parce que c'est un moment politique. On l'a vraiment vu pendant le nouveau Front populaire, c'était pas que les partis, il y avait les syndicats qui s'étaient impliqués dedans, des associations. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a la Ligue des droits de l'homme, s'il y a des grands concerts place de la République, s'il y a des machins? C'est un mouvement qui entraîne, ça entraîne. Donc je pense que la société a encore des anticorps, a encore des acteurs qui peuvent entraîner. Voilà, même on avait rigolé de ça, mais des influenceurs pendant le législatif qui se mobilisent pour dire faut aller voter les gens. Ça marche, ça produit quelque chose. Les dernières municipales n'étaient pas doumantes en termes de résultats. Elles n'étaient pas doumantes. Il y a eu même des bonnes surprises. Donc voilà.
Moi, je suis pas convaincu que Bardella puisse gagner dans ce pays, surtout que bon, c'est une grosse buse. C'est une grosse buse, mais de l'avis on l'a déjà dit plusieurs fois, de l'avis des patrons, mais de l'avis de tout le monde, c'est une énorme buse. Donc Il y a ce truc aussi de, oui c'est rigolo, mais une fois dans les urnes, est-ce que tu votes Bardella ? C'est-à-dire au moment du sondage, tu dis oui je voterai pour lui parce que tu veux voter pour ses idées, mais une fois dans l'urne, qu'il y a son nom, qu'il y a son visage, tu te rappelles à quel point il s'est chié dessus à l'amphi Tolbiac, tu te dis... Est-ce que vraiment... Faut pas l'oublier, ça. Non, mais c'est vrai. J'ai beau soutenir les idées du Front National, ne clippez pas ça. s'il vous plaît. C'est ce que j'allais dire. Mais si t'es un électeur RN et que tu te dis, ouais, je défends les idées du Rassemblement National, eh ben, peut-être tu vas pas voter pour Bardella quand même, quoi. Oh, il y en a quand même pas mal qui vont le faire quand même. Alors, mais, peut-être ils vont oui. le faire au premier tour. Mais Ouais. quand on va se poser la question de... On peut avoir un trentenaire qui sait pas aligner 3 mots, président de la République, parce que... Si on parle de Trumpisation, Trump, il a 60 ans de monde des affaires derrière lui. Et ça a, Oui. je pense, eu un impact sur est-ce que nous, Américains, on est prêts à voter pour lui, quoi. Ouais. Et Bardella, il est apparu il y a 5 ans, quoi. Donc, Puis faut voir le niveau d'éducation des Américains aussi. oui, aussi, mais Là aussi, c'est incomparable avec nous. complètement. Vraiment, c'est-à-dire que les Américains n'ont pas d'éducation nationale. C'est-à-dire que d'un État à l'autre, Ouais, on t'apprend des trucs un petit peu différents, c'est extrêmement inégalitaire, les classes populaires n'ont pas du tout accès au niveau d'éducation auquel nos classes populaires ont accès. ouais. Même avec tous les défauts et tout le manque de moyens dans l'éducation nationale, c'est incomparable avec ce qu'on propose aux pauvres dans les États républicains aux États-Unis. Et puis l'idéologie a beaucoup plus d'importance dans les écoles américaines. C'est-à-dire il suffit que ce soit des associations catholiques qui gèrent l'après-école, Oui. ou même Alors, plutôt protestantes aux États-Unis. Ah oui, protestantes, Ouais. mais voilà, il y a ce truc chrétien, on va dire, Chrétiens. qui peut avoir une influence idéologique, et donc dans les urnes, si on t'a appris toute ta vie que le créationnisme c'est des conneries, que le créationnisme on y croit, eh ben, ça a un impact sur les votes. En France, arrête-moi si je me trompe, on ne peut pas apprendre le créationnisme à l'école. Autre exception française, Alors, Dans des écoles privées, voilà, ouais. Il y a mais pas certaines... dans les écoles publiques. on est Non, parmi pas dans les écoles publiques, dans certaines écoles privées, y compris sous contrat, qui trichent un peu. Ah ouais il y a des trucs. Notre-Dame de Bétarame. Mais ça aussi, c'est d'autres anticorps français. Ouais, On a oui. un des pays les plus sécularisés du monde. Il y a 1 ou 2 pays nordiques avant nous, mais en termes de taux d'athées dans la population qui se déclare athée, c'est du déclaratif, hein, mais on est parmi, pas dans le top. C'est-à-dire que tu arrives avec ce qu'essaye de faire. Enfin, chez nous, ça prend pas trop, tu vois. L'extrême droite ose pas trop s'en référer à Dieu directement. Mais ce qu'essaie de faire Bolloré quand même, de remettre cette question, ce qu'a fait Éric Zemmour dans son dernier bouquin. Son dernier bouquin, il est centré là-dessus pour dire il faut faire revenir. Et on nous bassine avec les catéchumènes, oui, catéchumènes, ça s'appelle. C'est-à-dire les nouveaux baptisés. On nous bassine avec le nombre d'adultes qui vont se faire baptiser. Quand on regarde vraiment les chiffres, c'est assez intéressant parce que vous avez sans doute vu des articles, des reportages sur ces adultes, ce retour vers la foi. On croyait que c'était ringard, mais en fait ça revient. Ouais, c'est rien par rapport à tous ces enfants baptisés dans les années 2000 encore, qui 20 ans plus tard ne le sont plus. C'est-à-dire que le mouvement de déchristianisation, il continue malgré ce retour de quelques adultes, certainement en partie mobilisés par, je sais pas, une angoisse politique, identitaire, peut-être. Ouais, mais même, il y a aussi une vibe de développement personnel. C'est une espèce quête de de truc sens. un peu new age, mais qui va revenir. Ouais, Et ça passe aussi par des églises évangélistes qui, du coup, ont pas du tout le même look que Ouais. la vieille église catho. Voilà. Mais la Je suis pas un spécialiste dessus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la déchristianisation continue de se poursuivre. Je suis né en 85, le taux de baptême des enfants en 85, il était très élevé, il n'a fait que baisser et il continue de baisser encore maintenant. Le taux de baptême des enfants, quand ils sont petits, ça veut dire que les parents ne les inscrivent pas là-dedans, voilà. Mais même dans le paysage politique, on n'a plus des personnalités comme Philippe de Villiers, Christine Boutin. Tu rigoles, Philippe de Villiers, il est sur CNews. Oui, d'accord, mais Oui, non, je veux mais dire, il est à il la est maison pas, de retraite, il est pas, on n'a pas ouais. des candidats, on n'a pas des gens comme ça qui mettent leur foi au cœur de même c'est vrai leur que même personnalité, quoi. Même Fillon, qui est clairement de cette obédience-là, on n'a pas fait un truc qu'il a mis en avant de fou. Oui, c'est vrai Philippe que, de Villiers, il était vraiment, il parlait de Dieu dans les débats télé, quoi. Boutin aussi.
Et aujourd'hui, il n'y a plus ce genre de personnalité, à tel point que quand il y avait Henri de Lesquin, là, les gens croyaient que c'était un canular, que c'était un acteur. Ouais. En mode, c'est pas possible que quelqu'un soit aussi catho et à ce point dans le... Il était réel, mais les gens n'y croyaient pas. Donc c'est dire à quel point on peut plus voir ce genre de personnalité. On peut les voir dans les médias, mais on peut pas les voir candidats à un truc. En tout cas, le mix Charlie Kirk, Bitcoin, IA, religiosité, etc., tout ce qui nous arrive des États-Unis, ça fait peut-être bander Sarah Knafo et quelques libertariens chelous, mais ça me paraît pas du tout configuré pour marcher chez nous, quoi. L'IA, c'est un bon exemple parce que c'est un truc que je surveille aussi un petit peu à travers le monde du doublage. Et il y a eu c'est des sondages, mais il y a eu une enquête sur comment le public français réagirait par rapport à des doublages faits en IA. Et il y a, je crois qu'on est sur du 92% de prêts à boycotter un doublage fait par IA. C'est-à-dire que les gens font la distinction entre demander à ChatGPT de décrire l'odeur d'un paix et les mettre au cœur de... voilà. Non, mais pour genre, une dissertation. t'es un collégien, t'es un lycéen, tu peux rigoler autour de ChatGPT, mais quand on va se poser la question de est-ce qu'on leur file des boulots à la place de tes parents, et j'ai vu passer un truc, c'est con, j'ai pas la source, mais j'ai vu passer une info comme quoi la génération alpha s'inquiète actuellement de devenir plus bête. On en est à Alpha ? Ouais, je crois, ouais. Ouais, c'est revenu au Ceux début. qui sont après la Gen Z, à qui on n'arrête pas de dire... Non, mais ceux à qui on n'arrête pas de dire vous allez devenir bête à utiliser, à tout confier à l'IA, et ben il y a une inquiétude. C'est super. Et c'est vrai, si on devenait trop bête, et en fait c'est con, mais genre on n'est pas dupe. Comme tu dis, en fait, les trucs qui viennent des États-Unis, il y a une petite curiosité, mais pas au point de gober le truc, entre guillemets, quoi. Moi, j'ai vu. Vas-y. Dernière, j'ai entendu. Alors pareil, à la radio source, ce matin. Source, t'inquiète frère. Il y a moyen, j'ai entendu, qu'on est peut-être la génération la plus dégourdie historiquement depuis. On est plus dégourdis. C'est toi qui m'as dit ça. Mais oui, c'est toi qui m'as dit ça l'autre Tout soir. à fait, il y a eu une enquête. On est plus dégourdis que nos parents. Et on est plus dégourdis que ceux d'après. C'est nous les meilleurs. C'est ça. Et voilà. Et en vrai, nous, nous, les trentenaires. Ouais. Quarantenaires aussi, je suis dedans. Ouais, 30-40, effectivement, pardon. Mais il y a ce truc, ça, je m'en rends compte au quotidien. T'es dans le temps additionnel des trentenaires, t'inquiète. Ouais. Non, mais tu vois, genre, nous, on savait télécharger un truc. Nos parents savent pas, la génération d'après ne sait pas non plus. Tu parles de torrent et de machin. Ouais, c'est ça. Les jeunes de 20 ans qui ont grandi avec des plateformes et des interfaces clés en main. Nous qui avons dû apprendre à installer un programme. Là, tu parles d'informatique, mais oui, surtout, tu parles d'informatique. mais surtout nous, on a grandi avec le papier. Oui, complètement. Avant toute chose, on a grandi avec le papier, l'informatique est arrivée après. Et les gamins, là, les écrans, hein. Moi, je deviens le réac. Je peux ? Oui, bah écoute. Ouais, c'est plus fort que moi. Mais même, je casse les couilles à ma sœur pour que ma nièce... non, les temps d'écran, là, mais faut qu'elle s'ennuie. Faut que tu lui enlèves son téléphone le soir, faut qu'elle s'ennuie. En plus, je lui offre des livres. Et elle les lit pas parce qu'elle s'ennuie pas. Elle a pas besoin de lire de livres. Moi, je lisais des livres quand je m'ennuyais. Quand j'étais dans ma chambre, je me fais chier. On va lire un livre. Voilà. Mais vieux con, quoi. Vraiment vieux con de base. Même. Je sais pas si c'était fait pour ça, le millier de tours. Ça devient de plus en plus comme ça. Ouais. On vieillit tous. On parlait juste avant l'enregistrement de l'obsolescence programmée et des appareils qui cessent de fonctionner au bout d'un certain temps. Et en fait, moi, j'ai l'impression que ma génération a appris à réparer des appareils qui ont un léger dysfonctionnement, alors qu'aujourd'hui... Je répare rien, moi, mon gars. Non, mais je sais pas. C'est parce que genre... t'es un geek et que tu traînais avec des geeks. Non, mais c'est pas qu'une histoire de geek. Je pense qu'il y a un truc aussi, nos parents savaient faire ça. Ouais. Et je pense que, pas forcément tous, mais il y a certains parents qui ont appris à leurs enfants, si jamais il y a un truc qui est cassé, tu répares. Et... Tu casses, tu répares. Ouais, non, mais ça... On va t'apprendre à respecter. Non, mais peut-être je dis de la merde. Non, mais je vois. Mais j'ai cette impression-là qu'aujourd'hui, si un truc marche pas, on va pas se poser la question 1000 ans, on va juste en acheter un neuf ou faire marcher la garantie ou je sais pas quoi. Alors que moi, je suis de la même manière, cette si ça devient trop compliqué, on passe à autre chose, on scrolle et voilà. Complètement. On n'a n'a plus la...
La patience. Je vois. Quel monde ça nous réserve tout ça. non, mais Surtout avec l'IA. non, mais de manière globale, là, Je suis content que les jeunes ils se rendent compte qu'ils sont cons. toute cette discussion là qu'on a eue, qui a été totalement tu improvisée, que je n'avais pas du tout mis au programme. Tu mais nous as c'était- demandé de meubler, on a meublé. Hein. Ah, on a bien meublé. Monsieur Meuble, appelle-moi. Conforama. Mais non, mais c'est cool parce que moi, ça m'a fait du bien. Après, moi, je suis conscient d'être l'éternel optimiste. Je me souviens que le soir des législatives anticipées 2024, j'ai été le seul du groupe d'amis à être en mode non, mais ça se trouve, on va gagner. Tout le monde était déjà en mode bon, bah écoute, qu'est-ce qu'on va faire? Et genre, On avait commencé à se bourrer la gueule. c'est ça. Tout le monde était déprimé et les résultats s'affichent. Et je me souviens que j'étais en mode eh ben voilà. Et tous les copains étaient en mode attends, mais quoi? On est en tête? Mais quoi? C'est bizarre. Ça doit pas être bon. Il y a un clip de live Twitch, vous le trouverez très facilement, d'un streamer de gauche qui streamait la soirée électorale et on le voit faire on a gagné. Et avec une incrédulité dans Heureusement la que voix. non. Hein. Heureusement qu'au final, on n'a pas quand Au même final, gagné. on a quand même pas gagné. Non, mais ça recoupe avec ce que tu disais sur le fait que même quand tout espoir semble perdu, c'est l'esprit shonen quelque part. Oui. On est tous Naruto au fond. C'est vrai. C'est une belle conclusion. Du coup, pour conclure, Usul, Rhinocéros, ça continue. Nouvel épisode là dimanche. ce dimanche. On va parler de la princesse, on va parler de Grasset, on va parler de Bolloré. Bon, comme d'hab, hein, c'est un épisode assez classique, mais un peu bourrin quand même cette fois-ci. Société qui avance, j'ai une semaine full là-dessus la semaine prochaine. J'ai bon espoir que on vise 2026. Ah, qu'est-ce que j'avais dit avant GTA 7 quand même. Ce serait pas mal. Avant GTA 7. T'avais dit GTA 6 au début. Attends, c'est pas. Non, il est sorti Non, le GTA 6. Non, c'est non. le 6 qui va sortir. Ah bah non, bah je reste là-dessus. Non, parce que là, si tu dis Non, avant non, le GTA 6. 7, là, ça... Non, attends, c'est quand le 6? Il sort quand? ils l'ont repoussé à quand? Ils l'ont repoussé C'est bien, Carpos, au printemps prochain, quoi. Oh, bah je suis large. Non, mais moi je vais te dire, si j'arrive à sortir une vidéo de 3 heures sur Jean-Marie Bigard, tu vas bien réussir à sortir Société quand même. Bah oui, mais c'est pas juste moi, Facecam. Non, mais on est d'accord. Hein, mais je veux dire, c'est pas tes trucs, là. Non, hein. mais c'est moi, pas je des bosse merdes, là. Non, mais moi je bosse dessus depuis 3-4 mois. Moi, je bosse dessus depuis 2 ans. Eh ben C'est voilà, à peu près, ça va sortir. c'est à peu près l'âge du millième tour. À chaque fois, je donne des nouvelles du ça avance pas. Bah écoute, ça avance. Non, en plus, j'ai changé d'orientation en cours de route. Vraiment, j'ai tout repris. Là, par exemple, je suis dans les commissions d'enquête. Il y a des commissions d'enquête sur mon sujet que je n'avais pas vu parce que c'est des commissions sénatoriales. Je suis en train d'éplucher et ça va me faire mon intro. C'est formidable. Et il y a des parties rédigées. Il y a des parties. Je suis encore à l'écriture conception. C'est une zinzinerie. Ouais, Ça me bouffe complètement, mais je suis content de là où je vais, quoi. Voilà. T'es content de là où tu vas. Ah bah ouais. Et du coup, il y a du concret niveau épisode ou quoi? Sur c'est le quoi thème. Non, pas forcément sur le thème, mais en termes de C'est quand que ça sort, de c'est ça la contenu. question. Non, c'est pas ça. GTA, Non, on a c'est dit, pas ça la GTA. question. GTA. Non, mais il y a plusieurs épisodes là qui sont. Ah non, là je pars sur. Alors, ce qui a été financé, c'est plusieurs épisodes, mais là, ça fait 2 ans que je suis juste sur un. Mais un épisode à la fois que je veux être ultime. Donc moi j'ai promis un truc ultime, donc je me retrouve à devoir faire un truc ultime, mais même pour moi je me perds dans mes recherches, enfin ça fait 2 ans que je me perds dans mes recherches et les machins, donc là évidemment j'ai la structure, j'ai des parties entières, j'ai des machins, et ça reste le casse-tête le plus effroyable que je me suis jamais imposé de ma vie. Parce que en fait le casse-tête effroyable c'est entre être technique, sérieux, parce que je suis allé interviewer des sociologues et tout, et en même temps moi-même je suis pas sociologue, il faut que ce soit accessible et pointu. En fait le dosage entre accessible et pointu est très dur à trouver, et le côté je parle de moi, ça par exemple je l'ai enlevé. J'étais parti là-dessus au début, de parler de moi un petit peu, et je me suis dit non mais c'est nul à chier. Et tu sais, t'as des moments où tu fous tout à la poubelle, tu fais nul à chier, nul, tu es nul, t'es Et en vraiment fait, une t'as grosse fait que merde. enchaîner ça, quoi. Mais j'en ai eu Ouais, plusieurs des je phases vois. comme ça. Mais voilà, c'est ça l'histoire de société. Là je suis dans une phase bonne. Bon, bah très bien. Là, je suis dans une Bah phase voilà. bonne. En Sans vrai, vous inquiéter, ça va exister. En vrai, moi je m'en fais pas. Je Il a me jamais été rappelle question que ça de. n'existe pas. Je me rappelle de mes chers contemporains qui étaient impeccablement pointus tout en étant accessibles. Mais là c'est plus là. Oui, d'accord, mais je veux dire, il y a C'est beaucoup de boosté, gens. comme disent C'est les boosté, jeunes. ouais. Il y a beaucoup de gens qui se sont politisés avec mes chers contemporains qui attendent de passer au niveau sup, tu vois. Là c'est un film en fait. Bah ouais. Oui, bon, c'est compliqué de faire un film. Ah bah, je fais une vidéo de 3 heures sur Bigard, donc je. Mr. relaye de Fox, ouf. donc, vidéo de 3 heures sur Bigard. Ça, Oui, c'est. tout à fait.
Tu vises quel horizon? Alors moi, je suis contractuellement obligé que ça sorte en mai. D'accord. Donc ça sortira en mai. Après, est-ce que ce sera le 5 ou le 10 ou le 15? Ça, c'est une grande question, mais ça sortira en mai. Très bien. Il y a déjà la moitié qui est montée. Donc rendez-vous le reste, 30 mai va sur sortir. la chaîne de Non, Mr. Fox. Le 30, c'est trop. Non, mais par contre, oui, ça avance dans le dur. Mais aussi, j'en profite qu'il est là, aussi grâce à Usul, qui me donne des petits coups de main. Et Bigard spécialiste. Non, mais mine J'ai de... pas assez de boulot, je vais aider les autres un petit peu. Non, mais mine de rien, quand tu veux parler de Jean-Marie Bigard, c'est compliqué C'est d'avoir Usul des qui interviews. fait- bien sûr. Non, mais Le truc juste qui est pas du tout un truc. même au-delà de Usul qui connaît Bigard, il y a la question de qui prend Bigard au sérieux et qui a envie de se poser des questions sur Bigard. Bah Pagnac, toi aussi, c'est ton lore. Un petit peu. Un C'est petit peu. complètement ton lore. Mais tu vois, quand je dis aux gens je fais une vidéo sur Bigard, les gens ils sont en mode ouais, c'est ça, ouais. Non mais sérieux. Mais quand tu vas la sortir, les gens ils vont se faire. C'est ce genre de vidéo, quand elles sortent, les gens ils se font les 3 heures. Après, il y a des streamers qui font des reacts et tout. Et en Moi, fait, les gens j'adore ils disent ça. faut aller voir cette vidéo. Il y a pas très longtemps, il y a Zef et Rameau qui ont une chaîne jeux vidéo qui ont sorti une vidéo de 3 heures sur les jeux de pêche, les jeux vidéo où il y a de la pêche. Elle genre- est dans mon backlog de vidéos. Moi, je veux faire une Je vidéo suis comme ça intimidé, je où suis les intimidé pour gens l'instant. ils voient le sujet, ils se disent mais jamais je vais regarder 3 heures de ça. J'ai Et au bout des entendu- 3 heures, j'ai en mode, entendu c'est déjà que fini. du bien sur cette vidéo. Ouais, moi aussi. Ouais. Oui, moi j'ai vu la première demi-heure de la vidéo de Mr. Fox sur Bigard. Je fais super. Super, exercice maîtrisé, histoire intéressante. J'ai pas vu la partie où tu épluches les spectacles encore qui arrivent après. Et puis on a parlé de la conclusion il y a 2 semaines. Tout à fait. Et c'est une très bonne conclusion, je suis d'accord avec son avis. Vous allez voir, c'est un banger, Oh cette là vidéo là, sur Bigard. c'est formidable d'avoir une aussi belle promo là. oui. Et ben, on a de voir ça. Et toi, Pagnac, c'est quoi ton actu? Bah, c'est le millième tour. Purée. Le On peut écouter ça où? millième tour sur- ouais. On va Ça sert à rien de faire la on promo va dans pas le- pousser à la cette fin de blague. On va l'émission. pas pousser cette blague. On va pas pousser cette blague, mais c'est le millième tour. Et puis c'est le stream que j'aimerais vraiment reprendre. J'aimerais bien me remettre une petite dynamique de stream régulier là. Dire des choses. Ce qu'il faut, c'est trouver l'idée. Moi, j'avais beaucoup de mal à être régulier sur Twitch, et depuis que j'ai trouvé Drôle ou Cringe, c'est devenu un rendez-vous. Mais je vais m'y atteler. Merci à vous deux d'être venus fêter les 3 ans de ce millième tour. Merci à toi de nous avoir invités. Avec grand plaisir. Et puis, ciao tout le monde. Au revoir. Ciao.